Chers membres du jury, chers membres du public en présentiel et en distanciel, j'ai aujourd'hui l'honneur de vous présenter mes travaux de thèse qui s'intitulent « Étude du vitrage thermochrome soumis au rayonnement solaire en physique du bâtiment ». Donc, cette thèse s'est déroulée au sein de l'Université de La Réunion dans le laboratoire PIMA. Ces travaux de recherche s'inscrivent directement dans la thématique de l'efficacité énergétique du bâtiment. En effet, si on se replace dans le contexte de la lutte contre le réchauffement climatique global, on doit agir sur le secteur du bâtiment, qui est un secteur très consommateur et émetteur de gaz à effet de serre. C'est pour cela que ces dernières années, les chercheurs se sont focalisés sur l'amélioration de la performance énergétique de l'enveloppe et notamment les parois transparentes. Les parois transparentes ou les fenêtres. Alors, on ne vous entend pas très bien en fait, hein. Pour être tout à fait, on entendait mieux, j'ai l'impression avant. Je me demande si on n'entendait pas mieux sans votre casque. Ah, ok. Et là, est-ce que vous m'entendez bien? Je crois qu'on entend mieux comme ça, ouais. Je vais essayer de parler plus fort. Au niveau à l'intérieur, c'est pas trop fort, ça va? Okay. Est-ce que vous voulez que je recommence ou je reprends? Non, vous pouvez continuer. D'accord. Donc, je disais que les fenêtres jouent un rôle essentiel et central dans l'architecture, car elles permettent de fournir de la lumière du jour et une vue sur l'extérieur. De plus, les fenêtres servent aussi à l'isolation acoustique et thermique, au contrôle solaire, au contrôle de la qualité d'air et au isolement au feu. Les problématiques qui peuvent en découler sont comment limiter les surchauffes de manière passive dans le bâti tropical, comment intégrer des solutions pour améliorer l'éclairement naturel dans les bâtiments en milieu tropicaux, et comment contrôler les mécanismes de transfert des flux lumineux et des flux de chaleur. C'est pour ça qu'on va essayer de répondre quelle technologie de fenêtre est capable de répondre à ces problématiques. On va donc se fixer des objectifs. Le premier est d'étudier le comportement de systèmes de fenêtres dynamiques, d'intégrer les modèles élaborés à des codes de simulation thermique et photométrique, et d'apporter des éléments de validation au modèle proposé. C'est pour ça que le cadre de cette thèse s'articule principalement autour de la modélisation et de l'expérimentation. Cette présentation va se décomposer en 5 parties. La première partie traitera du vitrage thermochrome et de la revue de littérature. Une deuxième partie sur l'expérimentation in situ. La troisième partie se consacrera à la modélisation du comportement du vitrage thermochrome. Et une dernière partie sur la validation expérimentale. On finira par des conclusions et des perspectives. Donc la première partie. Le vitrage, qui est l'élément le plus important de la fenêtre, est considéré dit transparent ou semi-transparent, car le vitrage a la capacité à la fois de réfléchir le flux lumineux solaire, de l'absorber et d'en transmettre une partie. Néanmoins, ces dernières années, on a vu pousser des bâtiments avec de fortes surfaces vitrées, comme on peut le voir ici à Singapour, à Ho Chi Minh et à Bangkok. Donc, ce sont des bâtiments fortement vitrés qui sont capables de transmettre ce rayonnement solaire et donc créer des potentiels surchauffe à l'intérieur. L'intervention obligatoire de systèmes actifs comme la climatisation est primordiale ici. Et il y a aussi une réduction en apport de lumière naturelle. Le mieux pour protéger les façades vitrées est de se protéger du soleil par des protections solaires. Sauf que les protections solaires les plus efficaces sont des protections solaires qui sont déportées à l'extérieur. Sauf que certaines contraintes architecturales ne nous permettent pas toujours d'avoir la possibilité d'installer ce genre de protection solaire. Comme par exemple des façades protégées par les architectes de bâtiments de France, ou le type d'architecture où le maintien de la vue directe et dégagée sur l'extérieur est obligatoire, comme un aérogare. Il y a aussi des cas d'obstruction extérieure ou par pur esthétisme. C'est pour cela que, pour rendre le vitrage performant, on aura besoin de ramener la protection solaire sur le vitrage. Concernant le vitrage performant, il peut être décomposé dans 3 familles. Le contrôle de la ventilation, le contrôle de la transmission thermique et le contrôle du rayonnement. C'est cette dernière partie qui va nous intéresser, car ici, on va s'intéresser à un type de vitrage particulier, dit dynamique ou intelligent, et à réponse passive, c'est le vitrage thermochrome. Le vitrage thermochrome est une technologie de vitrage innovante qui a la capacité de changer de température, de changer de transmittance ou de propriétés thermo-optiques en fonction de la température. C'est-à-dire que le vitrage va se teinter quand il va se chauffer et il va s'éclaircir quand il va se refroidir. Les caractéristiques du vitrage thermochrome sont que sa transmittance ou sa réflectance, donc sa capacité à transmettre ou à réfléchir, dépend de la longueur d'onde.
Ce que vous pouvez voir sur le graphique à gauche est l'évolution de la transmittance, par exemple, dans l'état le plus froid en rouge et la transmittance dans l'état le plus chaud en mauve. Et donc, on voit ici qu'il y a une différence entre les deux transmittances et c'est là que le vitrage thermochrome va intervenir. On appelle ça la modulation de la transmittance. Si maintenant on intègre ces propriétés en fonction de la longueur d'onde, on obtient ce qu'on appelle une transmittance solaire totale. Et dans le cas d'un vitrage thermochrome, cette transmittance sera fonction aussi de la température. Cette représentation que vous pouvez voir sur la diapositive est une représentation classique dans la littérature de la chimie des matériaux. Donc on observe ici la transmittance en fonction de la température avec un cycle, donc avec un échauffement et un refroidissement. Il est aussi primordial ici de définir la notion de température de transition. Dans notre cas, la température de transition correspond à la température où la transmittance est à l'état moyen ou à l'état intermédiaire. Donc, les études à l'échelle en chimie des matériaux, le dioxyde de vanadium est le seul composé qui est capable d'exhiber des propriétés thermochromiques naturellement. Néanmoins, sa température de transition est d'elle de 68 degrés, ce qui est évidemment compliqué pour les applications bâtimentaires. C'est pour cela que les chercheurs en chimie des matériaux ont prouvé qu'il était possible de diminuer cette température de transition en dopant le dioxyde de vanadium avec d'autres métaux. Ils ont aussi prouvé qu'il était possible d'augmenter la transmittance visible pour profiter au maximum de la lumière naturelle et aussi d'augmenter la modulation de la transmittance solaire. Néanmoins, ces trois objectifs sont antagonistes. Il faut trouver un équilibre pour les trois. Les chimistes nous ont donné, nous, physiciens, beaucoup d'informations sur comment modéliser et simuler le vitrage thermochrome. Dans la littérature, on retrouve plusieurs logiciels différents, avec des modèles différents, notamment le logiciel Energy+, qui est l'un des plus connus et validé, qui possède un modèle de résolution conductif, un modèle d'éclairement qui est le modèle split-flux, et un modèle de vitrage thermochrome. Et dans Energy+, on va définir la fonction de transmittance, par exemple, en fonction de la température, par seuil. C'est ce que j'appelle ici la fonction en escalier. Donc, l'utilisateur va venir rentrer pour chaque transmittance une température associée. On dit aussi que Energy+ utilise une méthode dite décalée. Ce que j'entends par là, c'est une méthode qui va, au départ de la température initiale du vitrage, trouver les propriétés thermo-optiques pour ensuite résoudre le problème thermique et photométrique, pour ensuite trouver à la fin la nouvelle température et ainsi de suite. On peut aussi ici noter que dans COSY-RUN, le logiciel qui est développé au niveau du laboratoire, qu'on a les mêmes modèles, que ce soit en conduction et en éclairement naturel, et qu'on possède aussi un modèle de vitrage thermochrome. Ce qu'il est important ici de remarquer sur ce tableau, c'est que tous les modèles des logiciels de la littérature sont en une seule dimension, et que tous utilisent la méthode décalée. Les études à l'échelle de la physique du bâtiment sont très récentes sur le vitrage thermochrome. Ici, je voudrais vous présenter les principales études. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que, par exemple, dans Sailly et al. En 2010, ils ont prouvé que le vitrage thermochrome avait de meilleures performances en termes d'économie d'énergie de 30 à 40% en comparaison à un vitrage clair. Et que le maximum d'économie d'énergie avait été atteint pour le climat le plus chaud. De même, en 2015, avec Liang et al., en 10 à 15% d'économie d'énergie. On peut rajouter qu'en 2016, Constanzo et al. Ont fait une étude où ils ont montré que grâce au vitrage thermochrome, il y avait 10% d'heures d'inconfort de moins au niveau de l'inconfort thermique, une meilleure répartition de l'éclairement naturel et 25% environ d'économie d'énergie. Là aussi, dans les climats les plus chauds, on a les meilleurs résultats. En 2017, j'ai eu la chance de participer à un congrès et qui a fait l'objet d'écriture d'un article qui portait sur l'étude d'analyse de sensibilité. Et on a montré que les paramètres qui sont les plus sensibles pour le modèle thermochrome sont la surface vitrée, l'orientation du vitrage et la transmittance. Pour finir, en 2019, Giovannini a montré qu'il y a 3 à 10% d'économie d'énergie et qu'il y a un meilleur rapport en lumière naturelle de 5 à 20%. Globalement, on peut comprendre que le vitrage thermochrome a un fort potentiel pour les climats chauds, surtout pour la réduction de la consommation de la climatisation. Et qu'en même temps, le vitrage thermochrome a la capacité d'améliorer le confort thermique et visuel. Il est bien sûr ici intéressant de noter que nos travaux sont les seuls en milieu tropical.
Donc, le positionnement de cette thèse va être comment améliorer la fonction de contrôle qu'on a vue auparavant. Est-ce qu'il est possible d'avoir un couplage dynamique? Est-ce qu'on peut proposer une modélisation qui prend en compte la répartition du champ de température et de transmittance sur le vitrage? On passe maintenant à la partie 2, l'étude expérimentale. Le but de cette étude est de mesurer avec fiabilité la température du vitrage thermochrome, de pouvoir observer aussi s'il y a une répartition hétérogène ou pas du champ de température. On va aussi tenter de mesurer la répartition de l'éclairement au sol. Le site expérimental se situe sur le campus de Terre-Sainte, dans le sud de l'île. C'est sur ce site qu'on retrouve la cellule LG. Donc c'est cette cellule qui a été utilisée pour l'expérimentation. En arrière de cette cellule, il y a la première station météo. Cette station météo va mesurer la température, l'humidité relative extérieure, la vitesse et la direction du vent, ainsi que le rayonnement solaire global et diffus. Une deuxième station météo va nous permettre d'avoir des mesures d'éclairement global et d'éclairement diffus. Donc la cellule LGI avant, on a entrepris des travaux, on a installé un vitrage thermochrome. Donc voilà la cellule LGI après. Le vitrage thermochrome nous a été fourni par l'entreprise Pléotint. L'entreprise Pléotint qui commercialise le vitrage thermochrome qui s'appelle Suntuissier, qui est à la fois une marque et un brevet déposé. Donc vous pouvez retrouver les caractéristiques sur la diapositive. Les données que vous pouvez voir sur la droite sont des données fournies par le fabricant et qui sont issues de la base de données internationale des vitrages. Par exemple, on peut remarquer ici que la transmittance solaire dans son état le plus froid sera capable de transmettre environ 34% de l'énergie, alors que dans son état le plus teinté, il va transmettre environ 9%. Les mesures qu'on a effectuées au niveau de cette cellule LGI, on a installé 26 thermocouples sur le vitrage thermochrome. Donc on en a 5 sur la surface extérieure, 5 sur la surface intérieure, et le reste, on les a répartis dans la menuiserie intérieure et extérieure. Les capteurs qui ont été placés dans la menuiserie vont nous servir par la suite pour la modélisation. On a ensuite aussi placé 6 thermocouples sur les surfaces opaques, un capteur de température d'air, un capteur de température de globe noir et un pyranomètre vertical que vous pouvez voir à l'extérieur sur la surface au nord. Donc la répartition a été choisie de façon à ce qu'on puisse observer s'il y a une hétérogénéité au niveau du champ de température. À l'intérieur, nous avons placé 14 luxmètres qui sont répartis centrés sur le vitrage, comme vous pouvez le voir sur la figure en bas à droite. Et voici quelques exemples de résultats qu'on peut avoir au niveau des stations météo. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici une séquence pour le rayonnement solaire global et diffus, une pour l'éclairement lumineux, pareil, diffus et global. Là, une séquence pour la température d'air et l'humidité relative. Et en bas, la vitesse et la direction du vent. Voici les résultats que vous pouvez observer ici sur la diapositive. Donc, les résultats du rayonnement solaire vertical. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que on est en présence d'une journée claire pour la première journée, d'une journée à ciel dégagé, et ici, plutôt une journée à ciel nuageux couvert. En bas, ici, à gauche, on observe l'évolution du profil de température des surfaces du vitrage thermochrome pour différentes positions. Vous avez ici l'aide visuelle pour vous rappeler, par rapport au capteur, c'est quoi les positions. Ce qu'on peut remarquer, premièrement, c'est que le niveau de température ici dépasse pratiquement tous les jours 45 degrés, ce qui n'est pas habituel pour des parois verticales au niveau de l'expérimentation. On remarque aussi que la dynamique du profil de température suit exactement la dynamique du rayonnement solaire. Comme on voit ici pour la journée où le ciel est dégagé, et ici où on a des disparités au niveau de la journée diffuse. Concernant les mesures d'éclairement, nous avons ici représenté les capteurs qui se trouvent sur le centre de notre maillage. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que le capteur S4, qui est le capteur le plus avancé, est souvent présent dans la tâche solaire. Donc avec des niveaux de luxe très élevés, environ 8000 lux, et les autres capteurs sont la plupart du temps dans le diffus, avec des niveaux de luxe qui sont de l'ordre de 300 à 500 lux. On peut remarquer ici la répartition de l'éclairement au sol, qui est une interpolation de nos mesures. Sur cette diapositive, on a voulu représenter l'écart qui se trouve entre les capteurs qui sont positionnés en partie basse du vitrage thermochrome et les capteurs qui sont positionnés en partie haute. Donc, vous voyez ici le profil de température dû à cet écart. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au niveau du pic, donc aux alentours de midi, nous avons un écart d'environ 17 degrés. Ce qui représente en fait les capteurs qui sont
à la fois dans la surface ombragée et les capteurs qui sont très chauds dans la surface exposée. Nous avons voulu vous montrer ici une photo prise de l'intérieur de la cellule qui montre la partie exposée qui est environ à 50 degrés et la partie à l'ombre qui est environ à 33 degrés. Vous pouvez voir ici le front de changement entre les deux surfaces et la couleur qui est différente. Toutes ces remarques et observations nous montrent qu'il y a une disparité, une hétérogénéité dans le champ de température et donc dans le champ de transmittance du vitrage thermochrome. C'est pour cela que nous avons ici une nécessité d'une modélisation en 2D sur la surface du vitrage. Donc on passe à la partie modélisation du comportement du vitrage thermochrome. Les objectifs de cette modélisation est d'améliorer tout d'abord la fonction de contrôle, de la fonction qui gère la transmittance en fonction de la température, de développer une modélisation en 2D et de proposer un couplage entre le 2D et le 1D. C'est pour cela que nous avons développé une plateforme qui s'appelle Pitaya, qui est la plateforme pour l'analyse intégrée de la thermique et de l'éclairement naturel. Donc Pitaya a été écrit en langage Python et utilise les librairies de programmation scientifique. Le but ici est d'avoir une plateforme qui est complètement autonome des codes habituels au laboratoire pour qu'on puisse traiter et explorer les modèles et ensuite les intégrer par la suite. Nous allons commencer tout d'abord par l'introduction au modèle de la physique classique. Et nous allons, dans une deuxième partie, passer à la modélisation du vitrage thermochrome. Pour le transfert du rayonnement solaire aux courtes longueurs d'onde, comme je vous ai expliqué en première partie, le vitrage aura la capacité de réfléchir et d'absorber, puis de transmettre le rayonnement solaire. Donc on définit ici des coefficients d'absorptance, de transmittance et de réflectance. Cette fameuse transmittance est fonction de l'angle d'incidence des rayons du soleil. C'est pour ça qu'on a intégré dans Pitaya un modèle empirique de type polynomial en fonction de l'angle d'incidence. Pour calculer la transmittance diffuse ou la transmittance hémisphérique, on va prendre la formule de la transmittance directe et on va l'intégrer 2 fois de 0 à 90 degrés. Pour le calcul de la densité de flux, on procède à la somme des 2 flux solaires diffus et directs multipliés par le coefficient de transmittance. Pour la densité de flux solaire transmis, on va pour cette fois différencier la transmittance directe avec le flux rayonnement direct et la transmittance diffuse avec le flux de rayonnement diffus. Pour les échanges radiatifs en grande longueur d'onde, à l'extérieur, nous allons considérer 2 corps radiatifs, le ciel et l'environnement. C'est pour cela qu'on a introduit 2 températures, une température de ciel et une température d'environnement, qu'on utilise la formule linéarisée avec la différence de température entre la surface extérieure des parois et ces fameux, le ciel et l'environnement. Donc nous avons ici les coefficients linéarisés avec les facteurs de forme associés. À l'intérieur, nous allons utiliser une méthode simplifiée, pareil, avec la notion de température radiante moyenne et le coefficient d'échange radiatif qui est aussi linéarisé. Concernant les facteurs de forme, nous allons utiliser l'approche sphérique. Pour l'échange convectif, nous utilisons la formule qui est fonction de l'échange du coefficient convectif et de la différence de la température entre la surface et l'air. À l'extérieur, nous retrouvons dans la littérature plusieurs modèles que vous pouvez voir sur la diapositive, qui est principalement fonction de la vitesse extérieure. À l'intérieur, c'est un peu différent. On va plutôt utiliser des modèles, comme vous pouvez le voir ici, de Churchill et Usagi, des modèles qui sont plutôt fonction de la différence de température entre les parois intérieures et la température d'air. Pour le transfert par conduction, on va utiliser l'équation de la chaleur qu'on discrétisera par la méthode des différences finies implicites. Donc, on va venir appliquer sur les nœuds extérieurs les flux de sollicitation qu'on a vus auparavant. Et on finira par un bilan enthalpique pour retrouver la température d'air en faisant le bilan des flux convectifs intérieurs. On passe maintenant à la modélisation de l'éclairement naturel. Pour l'éclairement naturel, nous allons utiliser la méthode des flux séparés. C'est une méthode dite simplifiée qui va nous permettre de calculer l'éclairement provenant du ciel, l'éclairement diffus. Donc cette méthode split flux ou flux séparé a été introduite par le BRE en 1996 et décompose les flux avec une composante directe du ciel, une composante réfléchie externe et une composante réfléchie interne. Pour calculer maintenant l'éclairement global au niveau du plan utile, nous allons utiliser la formulation issue de la thèse de Fakra. Donc, dans une première partie, on va retrouver la transmittance diffuse avec le FLJ qui était calculé auparavant. Dans la partie centrale, nous avons la transmittance directe avec le flux d'éclairement direct. Donc, c'est la tâche solaire qu'on va retrouver sur notre plan utile.
Et la troisième partie est le diffus généré par cette tache solaire à l'intérieur. Maintenant, on va passer à la modélisation de la variation des propriétés thermo-optiques, ce que j'appelle ici la fonction de contrôle, donc la courbe caractéristique de la température du vitrage thermochrome en fonction de la transmittance. Comme on l'a vu dans les logiciels, il y avait plusieurs types de courbes. Il y a les courbes en escalier, les courbes en rampe linéaire et la fonction sigmoïde. Donc, on l'appelle la fonction sigmoïde parce qu'elle est en forme de S. On l'appelle aussi la fonction logistique. La formulation que vous voyez ici est une proposition, est un apport de cette thèse, donc qui n'avait jamais été fait dans la littérature. Donc, on a proposé une fonction sigmoïde qui est paramétrée avec les propriétés du vitrage thermochrome et de la température de transition. Et on utilise la méthode décalée que j'avais décrite auparavant. Maintenant, pour la modélisation en 2D plane sur le vitrage thermochrome. Donc, on va prendre la surface du vitrage thermochrome qu'on va discrétiser en cadrant. Avec l'équation de la chaleur en 2D, on sera capable de retrouver le champ de température. Donc, on va mettre comme hypothèse qu'on va utiliser les différences finies implicites pour être cohérent avec la modélisation auparavant. Les conditions limites sur le bord de notre domaine seront des conditions de type Dirichlet. Donc, on va venir imposer la température et c'est là que nos mesures en expérimentation sur le bord vont nous servir. Et les sollicitations extérieures, comme le rayonnement solaire ou la convection, sont considérées ici comme des termes sources. Après discrétisation, on retrouve du coup l'équation de la température pour retrouver le vecteur de la température du pas de temps après. Et on utilise une méthode de résolution du système matriciel. Ce qui est intéressant aussi de noter dans notre formulation, dans notre équation, c'est qu'ici, nous avons un terme du rayonnement qui est fonction de la position sur le vitrage thermochrome. En effet, nous voulons bien sûr représenter la disparité d'absorption au niveau solaire, donc la zone ombragée que vous pouvez voir sur le graphique et la zone exposée. Donc on a mis en place un algorithme qui est capable, à partir des coordonnées du soleil et des coordonnées du vitrage et du débord ici qui fait office de masque pour nous, de calculer le vecteur directeur du soleil et l'angle d'incidence des rayons. Ensuite, l'algorithme sera capable de calculer l'interception des rayons avec les masques et la surface vitrée, et à la fin de déterminer les points qui seront exposés directement au rayonnement solaire et les points qui sont dans la partie ombragée. Voici un exemple de résultat qu'on peut avoir directement du modèle 2D issu de Vitalia. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons le champ de température du vitrage thermochrome avec des niveaux de température à 40 degrés pour la surface rouge à 10 heures et à 42 degrés pour 16 heures. Je vais aussi vous montrer une petite animation. Donc, à partir de 7 heures du matin, vous allez voir ici qu'à partir du moment où le vitrage sera exposé au rayonnement solaire, nous avons ici l'effet de bord, l'effet de masque dû au débord de toiture qui va provoquer une ombre. Et nous avons deux niveaux de température qu'on peut observer. À partir d'un moment, on va atteindre le pic, donc aux alentours de 13h10, qui sera environ de 53 degrés. Et par la suite, quand le rayonnement solaire va diminuer, le vitrage va se refroidir et on verra la partie ombragée se réduire. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est qu'il y a un décalage qui est provoqué ici par l'encadrement de la menuiserie qui fait office aussi de masse proche et qui a été pris en compte. Je vous ai remis l'image ici parce qu'il est intéressant de voir qu'on a réussi, avec le modèle 2D, à représenter ce qui a été observé au moment de l'expérimentation. Maintenant, ce qu'on va proposer, c'est avec ce modèle 2D, on sera capable de le résoudre et d'avoir tous les champs de température, tous les niveaux de température, y compris deux surfaces, on va dire la surface exposée, la surface ombragée, avec des températures associées. Ce seront des surfaces dynamiques qui changeront en cours du temps et qui vont nous permettre, dans un premier temps, de déterminer les propriétés thermo-optiques pour ensuite résoudre le système thermique en 1D et le système photométrique. Et les résultats qu'on aura sera la répartition de l'éclairement au niveau du plan utile et par exemple la température intérieure. On passe maintenant à la quatrième partie, la validation expérimentale. L'objectif de cette partie est d'apporter des éléments de validation. Il faut bien comprendre que cette partie est une première étape à une validation thermique globale. On va ici ajuster des paramètres pour pouvoir retrouver le champ de température qui est issu de la mesure. La méthodologie qu'on a appliquée est tout d'abord d'observer graphiquement la confrontation des résultats issus de la mesure et ceux de la simulation, de les comparer avec des indicateurs globaux statistiques, d'identifier les paramètres qui génèrent les erreurs,
de les ajuster pour ensuite les observer et les comparer à nouveau. Le premier indicateur qu'on a mis en place, c'est un indicateur lié à l'amplitude de la série. Donc ici, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient observer la différence de température entre la mesure et la simulation, et on va la comparer à l'amplitude maximale. Le but ici est de rester en dessous de 10% de l'amplitude maximale. Et on va compter le nombre de fois où on se retrouve dedans, et c'est pour ça que cet indicateur psi est un indicateur en pourcentage du temps. On considérera, dans le cadre de cette série de mesures, le modèle validé si on dépasse 90% du temps. Un exemple, et si notre série de mesures a une amplitude maximale de 30 degrés, notre simulation ne pourra pas dépasser plus ou moins 3 degrés. On a aussi utilisé deux autres indicateurs, qui est le MBE, la moyenne de l'erreur, et le RMSE, qui est l'écart moyen quadratique. Pour la validation expérimentale du modèle 2D, donc on commence par cette étape, on valide le modèle 2D indépendamment du reste, et après, on va valider le modèle thermique global. On a choisi cette séquence du 24 au 29 septembre 2018, qui est une séquence intéressante, car à la fois, elle nous permet d'avoir une exposition solaire importante du vitrage thermochrome, car la course du soleil, à ce moment-là, est au nord, et notre vitrage est orienté nord. On peut voir aussi que nous avons affaire à des journées type de ciel clair, et à des journées où le ciel est plutôt nuageux. Ce qu'on peut aussi remarquer au niveau de la vitesse du vent, donc sur le graphique en bas à gauche, que les vitesses du vent peuvent au maximum atteindre 7 mètres par seconde, surtout pour les 2 jours du 27 et du 28, que la direction est principalement sud-est et qu'on se retrouve avec de plus faibles vitesses le soir. Au niveau de la température, nous avons des régimes de température et d'humidité relative qui sont classiques de l'intersaison dans les bas à La Réunion, donc entre 17 et 28 degrés pour la température de l'air extérieur, et entre 85% et 45% pour l'humidité relative extérieure. Avant de commencer les simulations, nous avons besoin d'ajuster la fonction logistique, donc la fonction de contrôle qui régit la transmittance ou l'absorptance en fonction de la température. Donc, on reprend la même formulation qu'on a vue dans la partie modélisation. Ici, nous avons la chance d'avoir les données du constructeur, qui est la température, la transmittance max et min, l'absorptance max et min aussi, et la température de transition. Donc, il nous reste juste à ajuster le coefficient C, qui est un coefficient de pente. Donc, on utilise une méthode de régression logistique et on obtient donc des courbes avec un R carré proche de 1. Dans une deuxième partie, nous allons essayer de déterminer quel serait le pas de temps idéal pour à la fois répondre à nos objectifs de validation tout en ayant les erreurs les plus faibles. Donc, on a pris le RMSE total de chaque capteur, donc on les a sommés, et on a fait varier le pas de temps de 1 minute à 60 minutes. Et nous avons déterminé, par rapport à la vitesse que vous pouvez voir en rouge, que 15 minutes était acceptable, à la fois pour avoir un RMSE le plus faible possible, donc une erreur réduite, avec un pas de temps de simulation acceptable. Nous avons procédé de façon analogue pour le pas d'espace, et la résolution choisie est ici de 5 cm sur l'axe X et sur l'axe Y. J'aimerais aussi ici attirer votre attention sur les graphiques qui se trouvent sur la gauche. Donc, vous pouvez voir l'évolution de la température pour deux capteurs du vitrage thermochrome, donc le capteur A9 en bas et le capteur A12 en haut, pour différents modèles de la littérature de convection extérieure. Mais nous avons bien sûr testé, dans le cadre de cette validation, 10 modèles de la littérature différentes. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les corrélations liées au vent, comme la corrélation de Sturrock, posent beaucoup de décalage par rapport à la mesure. Surtout pour les 2 jours où le vent est très fort, avec beaucoup de perturbations au niveau de la nuit. On peut aussi remarquer que le modèle BLAST est le modèle le plus proche des mesures. En effet, ce modèle est le seul qui possède à la fois un modèle de convection forcée lié au vent et un modèle de convection naturelle avec la différence de température. On peut noter ici que les corrélations constantes offrent aussi de bons résultats, à la fois graphiques et au niveau des indicateurs globaux. On s'est donc dit qu'on va prendre la partie convection naturelle du modèle BLAST, on va venir ajuster le coefficient multiplicateur devant la différence de température et qu'on va séparer
On va prendre deux modèles différents pour les points qui seront exposés au soleil et les points qui seront ombragés. Donc, nous avons ici les résultats des coefficients après ajustement. Ce qu'on peut remarquer, c'est que graphiquement, nous avons une amélioration, le décalage est réduit, donc on a une amélioration au niveau de la simulation par rapport à la mesure, et que ce soit à la fois pour les capteurs en partie haute et les capteurs en partie bas, avec un résidu, donc la différence, l'écart entre les deux, amoindri. Au niveau de l'indicateur psi, nous voyons aussi que la grande majorité des points sont supérieurs à 90%, donc on est presque arrivé à notre objectif de validation, mais ce n'est pas encore fini. C'est pour ça qu'on va aller plus loin et on va procéder de la même façon pour la convection intérieure. On a choisi ici la corrélation de Alamdari et Hammond qui montrait des meilleurs résultats au niveau de la validation. Et on est venu, pareil, ici, ajuster les coefficients multiplicateurs devant la différence de température. Nous avons ici, graphiquement, deux meilleurs résultats, à la fois pour les capteurs en partie basse et les capteurs en partie haute. Et au niveau de notre indicateur global psi, nous sommes, tous les points, toutes les positions de 9 à 13 sont supérieures à 90%. On peut donc maintenant procéder à la suite et à la validation globale. Ce qu'on est venu faire ici, c'est qu'on va chercher la température intérieure de la zone d'étude de la cellule LG. Ce qu'il est important de noter ici, c'est que dans une précédente thèse, des matériaux à changement de phase ont été installés dans la toiture. Et pour ne pas entreprendre de lourds travaux, nous avons décidé d'installer du polystyrène en dessous de notre faux plafond et de venir placer des capteurs de température pour pouvoir forcer dans notre simulation. On va venir imposer la température. On impose aussi la température du sol. Vous pouvez voir ici, avant justement, la différence entre l'évolution de la température de la mesure en rouge et la simulation en vert. Vous pouvez voir ici qu'on a des décalages au niveau des pics. On a maintenant pris les coefficients de convection intérieure, on les a ajustés pour chaque paroi, donc le sol, le plafond et les parois verticales, hors vitrage thermochrome. Et nous voyons en bas ici les nouveaux résultats donc, de l'évolution de la température. On peut remarquer ici une quasi-coïncidence entre la simulation, donc notre modèle, sur la température d'air et la mesure. On peut aussi remarquer que notre indicateur psi passe de 57% du temps à 100% du temps, où on est dans les 10% de l'amplitude max acceptable. Nous passons maintenant à la validation expérimentale liée à l'éclairement naturel. Comme précédemment, nous allons ajuster ici la transmittance visible de la même façon. Nous allons injecter dans le code les propriétés visibles des surfaces opaques. Nous avons ici choisi la séquence du 25 au 28 septembre avec des indicateurs similaires et on a ici ajouté un nouvel indicateur. C'est un indicateur qui avait été utilisé dans la thèse de Bruno et d'Avour en 2015, qui est un indicateur aussi en pourcentage du temps dans un fuseau de tolérance plus ou moins 10% autour de la mesure. On observe sur la droite l'évolution du profil d'éclairement pour les points S2 et A3. On a l'aide visuelle ici pour vous rappeler la position de ces points. On remarque que globalement, le modèle arrive à suivre la dynamique par rapport aux mesures. Néanmoins, les indicateurs globaux indiquent de mauvais résultats, comme par exemple 17,2% pour le capteur A3. Il est possible, dans un premier temps, de se questionner sur la pertinence du choix de cet indicateur. En effet, on peut remarquer que pour certains jours, notre modèle arrive parfaitement à reproduire la dynamique de l'éclairement naturel et d'autres jours non. Donc, on peut remettre en cause aussi, dans notre cas, le modèle qui est issu de la méthode split-flux. Je vais m'expliquer. La journée du 25, on a ici en présence d'une journée où le ciel est complètement couvert et diffus, alors que la journée du 26, c'est un ciel clair. Et donc, on a une différence au niveau de notre modélisation des résultats de simulation. C'est pour ça que nous voulons ici remettre en cause donc, la méthode des flux séparés, qui est une méthode simplifiée, qui ne permet pas de prendre en compte la complexité d'un ciel nuageux hétérogène, et en même temps de prendre en compte tout l'environnement extérieur complexe. Il serait possible alors d'effectuer des études supplémentaires pour améliorer ce modèle ou changer carrément de modélisation, comme utiliser la méthode des lancers de rayons, où il serait possible ici de décrire le dôme du ciel et les masques extérieurs avec des lancers de rayons pour retrouver l'éclairement à l'intérieur. Nous allons maintenant finir donc sur la dernière partie des conclusions et des perspectives.
Pour conclure, les apports de cette thèse sont l'augmentation des connaissances sur le comportement du vitrage thermochrome, notamment soumis au rayonnement solaire. On a ici aussi la création d'une base de données expérimentale unique au monde qui se trouve en milieu tropical. Ensuite, l'amélioration de la fonction de contrôle et la proposition d'un modèle 2D qui est capable de simuler le champ de température hétérogène en prenant en compte le rayonnement solaire et les masques. De plus, un article a été écrit pour la participation d'un congrès qui se trouvait en Australie, à Melbourne, en 2017. Au niveau des perspectives, nous allons soumettre 2 publications dans des revues qui découlent directement des travaux réalisés lors de cette thèse. Sur le court terme, nous proposons tout d'abord d'intégrer les modèles dans Code-Run et pouvoir tester sur d'autres séquences expérimentales pour accroître la fiabilité de notre modèle. Il serait aussi intéressant, en parallèle, d'étudier expérimentalement la caractérisation de l'hystérésis, c'est-à-dire le cycle d'échauffement et de refroidissement du vitrage thermochrome. Sur le moyen terme, nous proposons une étude sur la corrélation pour la convection intérieure et extérieure. Ensuite, une étude expérimentale comparative à échelle réduite. En effet, nous sommes en possession d'échantillons à échelle réduite et nous pouvons dès maintenant instrumenter pour pouvoir à la fois comparer 2 types de vitrage thermochrome différents, mais aussi de tester des configurations qui pourraient être optimales pour les milieux tropicaux. Sur le long terme, il serait intéressant de proposer une étude expérimentale avec analyse visuelle. Donc, qui ressemblerait à l'étude qu'on a fait ici, mais avec 2 caméras. Donc, une qui suivrait l'évolution de la teinte du vitrage thermochrome et une autre qui serait orientée vers le sol pour suivre à la fois la tache solaire et l'éclairement sur le plan utile. Pour finir, j'aimerais ajouter qu'en 2019, j'ai cofondé une société qui s'appelle Effusif, qui est une jeune entreprise universitaire avec l'Université de La Réunion. On a signé un contrat de collaboration de 150 000 €, donc avec un projet de recherche qui s'articule autour de l'intelligence artificielle au service des bâtiments passifs, ouverts et ventilés naturellement, pour l'amélioration du confort, de l'efficacité énergétique et de la sécurité. Bien sûr, les travaux menés lors de cette thèse sont directement liés à ce projet de recherche. Nos partenaires ici sont le laboratoire Piment, le CEA, et nous sommes soutenus par la BPI et Nexa. J'en ai terminé pour ma présentation. Je vous remercie de votre attention et je répondrai à vos questions avec plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Agniem. Effectivement, la présentation était très pédagogique, très intéressante. C'était passionnant, très facile à suivre. Donc, je vous félicite pour ça. Et on va passer à une phase d'échange pour réfléchir un petit peu davantage à ce que vous avez pu proposer et de voir quels sont les enjeux un petit peu de ce travail. Et donc, on va donner l'honneur aux dames et on va proposer à Marjorie Musy de commencer en tant que premier rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Oui, effectivement, j'ai aussi trouvé cette présentation extrêmement claire, pédagogique, avec des supports impeccables et puis une expression aussi impeccable, hein, comme c'était le cas dans le manuscrit. Hein, il était très agréable à lire, concis. Enfin, moi, je l'ai trouvé vraiment très, très agréable à lire. Alors, il ne va pas y avoir de grande surprise sur mes questions puisqu'elles étaient dans le rapport et que je n'ai pas forcément trouvé de réponse à tout. Des fois, on a plein de réponses dans la présentation, donc on n'a plus de questions. C'est un peu embêtant. C'est pour ça qu'il y en a qui ne les donnent pas dans les rapports, mais bon, moi, j'ai pris l'habitude de les donner parce que ça permet quand même de préparer la soutenance. Alors, je vais en garder que 2 hein, qui me semblent importantes dans mes questions. Il y avait en premier la question des masques lointains. Alors, vous soulignez dans votre manuscrit, page 65, qu'il faut les prendre en compte, que c'est important. Vous nous rappelez, page 97, que vous les prenez en compte. Et puis à la fin, vous nous dites, on ne les a pas pris en compte, donc du coup, on a des imprécisions dues à ça. Moi, j'aimerais comprendre si vous les avez pris en compte ou pas.
Alors oui, les masques lointains et proches ont été pris en compte. Donc à la fois le masque du bâtiment du Crous, qui se trouvait sur la droite, et le masque du débord de la toiture. Donc ça a été pris en compte. Ce que je voulais expliquer quand je me suis exprimé à la fin, c'est qu'on les a pris en compte, mais que la limite du modèle de l'approche flux ne permet pas de le prendre en compte avec précision. Et donc, on est réduit à utiliser un angle donc, qui est au niveau du centre du vitrage. Donc, c'est un angle à partir du centre du vitrage jusqu'à la hauteur du bâtiment. Mais ça ne permet pas d'avoir une répartition en face du vitrage. Et c'est pour ça que j'ai précisé qu'il était plus complexe de prendre en compte. Mais oui, les masques lointains ont été pris en compte. Alors, je me suis posé une question, du coup, on le voyait, page 65, et je pense que vous avez aussi montré l'image. Là, moi, je vois un gros buisson en face, par la fenêtre. Et vous me parlez du bâtiment, mais moi, je m'inquiétais surtout du gros buisson qu'on voit qui fait quand même, quand on regarde par la fenêtre, qui fait presque la moitié de la fenêtre. Oui. Alors, lors du moment où j'ai pris cette photo, c'était au tout début des séquences expérimentales. Le buisson était bien sûr coupé par la suite pour les mesures. Donc, ça n'a pas du tout venu impacter les mesures. Donc, il n'y avait plus de buisson, c'est ça, ouais, vous me dites. Oui, d'accord, parce que c'est vrai que moi, quand je le vois, ça m'a beaucoup perturbé. Je me disais, bah mince, là, c'est un sacré, on parle de masque lointain, je ne vois pas le bâtiment qui est vraiment lointain. Celui-là, même, je l'aurais plutôt qualifié de proche, d'ailleurs. Hein. Et j'étais un peu, pour moi, c'était très perturbant. Une petite précision, je pense que ce serait pas mal de dire au niveau de la photo, après, du coup, voilà, et puis de montrer d'avoir une, je sais pas, sur une modélisation 3D, parce que vous devez l'avoir, hein, les masques lointains, parce que pour voir un peu ce que ça représente et ils sont quand même, enfin, vous dites qu'ils sont relativement faibles, mais c'est qu'on ne sait pas bien les prendre en compte puisqu'on fait qu'au milieu, ouais. Mais pourquoi vous pouvez les faire qu'au milieu puisque la toiture, vous arrivez bien à la représenter d'une manière bien précise? Oui, c'est au niveau du direct, mais c'est au niveau du diffus où on a des difficultés à représenter ces masques. Ah oui, c'est votre coefficient, oui, c'est votre angle bêta là qui est, oui, d'accord. Si je peux peut-être vous montrer, je vais repartager mon écran. C'est votre pourcentage de vue du ciel, quoi, en fait. C'est ça. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Du coup, oui. C'est bon? OK. Donc ici, donc, ce sont les fameux masques que je vous montrais. Donc la cellule se retrouve ici. Nous avons le bâtiment qui est là. Et j'avais oublié de préciser aussi, il y avait un bâtiment qui s'est construit en même moment que les mesures. Donc, ce sont des logements, c'est un R+4. Et ce que je voulais vous montrer juste après, c'était comment on calcule. Voilà, prise en compte du diffus dans la méthode split flux. Donc ici, c'est le direct, c'est le réfléchi interne. Donc on va prendre ici le coefficient C, qui est lui un coefficient dépendant des obstructions extérieures, avec une hauteur angulaire au-dessus de l'horizon mesurée au centre du vitrage. Donc pour l'instant, on a la possibilité d'introduire les masques pour le diffus, je dis bien pour le diffus, pas pour le direct, que cette possibilité-là. C'est pour ça que j'ai précisé qu'il serait peut-être intéressant de mener une étude pour améliorer cette prise en compte, ou s'il n'est pas possible, si on a atteint la limite vraiment du modèle, de changer d'approche carrément. Vous ne savez pas si ça joue beaucoup pour le diffus? Parce que ça a quand même joué par rapport aux résultats qu'on avait vus sur cette diapositive ici. Donc, cette journée, comme je vous l'ai expliqué, c'était une journée où le diffus dominait, et alors que la journée d'à côté, c'était plutôt le global qui dominait. Et on voit ici que notre simulation, notre modèle, prend mal en compte le diffus et même le surestime. Ok. Voilà, ma deuxième question, elle est, vous vous en doutez, sur la question des coefficients de convection. Oui, Étienne nous dit que j'étais plutôt sur les questions des microclimats, mais j'ai fait un peu de thermique quand même avant.
Sur les coefficients de convection, en fait, vous en testez plein et ça, c'est intéressant d'en tester plein. Et ce qui est un petit peu frustrant, c'est que vous regardez juste ce qui marche, enfin, ce qui semble marcher mieux, mais sans une analyse de pourquoi il marche mieux. Et ça aurait été quand même très intéressant d'avoir cette analyse au regard des conditions. Enfin, je parle de l'extérieur, hein, au regard des conditions météo, parce qu'on sait que justement la vraie difficulté, c'est que ça varie beaucoup à l'extérieur, contrairement à l'intérieur où les conditions varient peu, ou moins rapidement. À l'extérieur, ce qui se passe, il y a le soleil, il n'y a pas le soleil, il y a le vent, il n'y a pas le, enfin, il n'y a plus le vent, il y a des grandes fluctuations. Alors déjà, on ne sait pas trop, finalement, par rapport à votre pas de temps, comment vous avez votre pas de temps d'un quart d'heure, sur lequel on pourrait revenir, effectivement, mais je ne vais pas y revenir. On ne sait pas trop comment sont prises vos variables climatiques par rapport à ce quart d'heure. Et puis, du coup, ça aurait pu être très intéressant d'avoir une analyse de la variation de vos coefficients de convection suivant ces variations de conditions climatiques, et puis de voir leur valeur pour voir ce qui peut être la cause d'une moins bonne correspondance, en fait, avec la mesure. Et du coup, votre question? Ma question, c'est est-ce que vous avez fait ce travail pour vous orienter, pour choisir, en fait? Est-ce que vous avez la curiosité de faire cette comparaison? Oui, bien sûr. Tous les coefficients convectifs ont été calculés. Donc, je n'ai juste pas mis dans le rapport. C'est aussi un oubli de ma part. Parce que au moment où j'ai rédigé, j'ai peut-être pas trouvé ça pertinent de les mettre. Je comprends maintenant avec votre question, avec le recul, qu'il aurait été au moins pertinent de le mettre dans le rapport ou en annexe. Mais oui, on a eu beaucoup pas de difficultés, mais de compréhension de comment fonctionnait cette convection extérieure, car on voyait très peu de variabilité due au vent. C'est pour ça qu'on s'est orienté rapidement vers des modèles de convection qui étaient plutôt naturels. Et donc, on a essayé de s'affranchir par rapport à la force du vent. Parce que, premièrement, comme je vous ai montré sur les mesures, le vent était donc sud-est, on est sur une façade qui est orientée nord, donc notre façade était sous le vent. Et nous avons affaire ici à une température verticale, donc une plaque qui est très chaude. Et du coup, on s'est posé la question en se disant que ici la convection naturelle dominait. C'est pour ça qu'on a choisi ce genre de corrélation. Mais les valeurs des coefficients de convection extérieure ont bien été calculées et injectées dans le modèle. Oui, non, mais ça, c'est vrai que j'avais compris, mais c'est vrai on peut deviner un peu quels sont les delta T entre l'air et on les recalcule nous-mêmes. Moi, j'ai regardé quels étaient les delta T air surface pour voir quel était l'impact. J'ai fait même les petits calculs, moi, sur le côté de votre thèse pour voir comment ça jouait, notamment sur comment ça jouait sur les coefficients avec le 1/3 en disant finalement le petit coup de tournevis qu'on donne là, il compense juste le tiers. Et puis, il y a j'avais l'impression qu'on récompensait juste le coefficient 1/3 qui n'était pas très bon en remettant un coefficient de vent. Et c'est vrai que ça fait un peu, ça fait coup de tournevis, quoi, en fait. J'ai pas vu, j'avais du mal à lire quelle était de l'approche et quelle était l'analyse physique pour faire ces corrections. Et puis aussi un autre point, moi, d'habitude quand on fait ça, on le fait sur une période et puis on regarde sur une autre période si ça marche bien. Parce que si on regarde sur la même, vu qu'on a optimisé, on a des chances que ce sera forcément mieux. Et effectivement, si on est bien adroit, on peut même obtenir quelque chose qui est très bon. Donc, je me suis demandé, pourquoi vous n'avez pas testé sur une autre période? Parce que vous aviez plusieurs périodes de mesure. On a plusieurs périodes de mesure, effectivement. Donc, on a pu tester, mais dans le cadre de cette étude et du délai imparti, on n'a pas pu le mettre directement dans le manuscrit. C'est pour ça que ça fait l'objet de perspectives, donc direct, qui est déjà applicable. On va le faire directement dans Codirun, qui est un logiciel plus validé que Pitaya. Et donc, on va pouvoir tester nos corrélations sur différentes périodes de mesure qu'on a au niveau de la cellule LGI.
Mhm. Alors, et puis, bon, ouais, je vais la poser quand même. Dernière question. Pourquoi, dans un premier temps, vous commencez par un calage extérieur puis intérieur, et puis dans le deuxième, vous faites le contraire, enfin, juste par curiosité? Parce qu'en fait, j'ai testé le coefficient convectif extérieur de 11,7 watts par mètre carré Kelvin, qui ne percevait pas mes mesures intérieures. Et donc, je me suis concentré sur le calage des coefficients convectifs intérieurs. D'accord, ouais, ça aurait été bien de nous le dire, parce qu'on se dit, tiens, pour la vitre, il a une méthode, pour les autres, il en a une autre. Et puis, on ne sait pas finalement pourquoi telle ou telle méthode. Voilà, c'était une précision à donner. Moi, enfin, quand je vois des choses comme ça, je me dis, tiens, enfin, on est forcément un peu curieux et on a besoin de connaître exactement quelles sont les raisons de vos choix. Bon, je ne vais pas avoir d'autres questions et je vais laisser la parole aux autres membres du jury. Merci encore pour cette présentation et pour m'avoir invité dans ce jury. Merci. Merci Marjorie. On va continuer donc avec le deuxième rapporteur, qui est Georges Sizis. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, moi aussi, je vais commencer par féliciter Arthur pour cet exposé vraiment vivant et pédagogique, effectivement, qui nous a permis de voir certains aspects aussi, je dirais, cachés du travail. Moi aussi, la majorité de mes questions, je les ai mis dans mon rapport. Donc, je vais prendre un ou deux, mais avant de commencer sur les questions un peu plus de fond, je voudrais savoir, en fait, quand je vois la courbe qui est donnée à la page 25, donc qui montre l'hystérésis au comportement du vitrage quand il se chauffe et quand il refroidit, c'est une courbe qui a été montrée aussi au diaporama. Donc, je me suis posé la question et je n'ai pas trouvé la réponse, ni dans les manuscrits, ni d'ailleurs dans l'exposé. Est-ce que nous savons quel est le phénomène physique qui est responsable de cette hystérésis-là? Pourquoi cette hystérésis? J'ai beau à chercher, je n'arrive pas à trouver. Je n'ai pas dit que Arthur, tu avais la réponse, hein, mais au moins, est-ce qu'il y a une réflexion sur la thématique? Effectivement, on observe très régulièrement ce phénomène dans les systèmes thermiques, et pas que pour le vitrage thermochrome. Et je n'ai pas creusé plus loin le sujet parce que j'ai pris, on va dire, que ce phénomène pour acquis, car il était observé dans ma littérature, en chimie des matériaux, de très, très nombreuses fois. Certains chercheurs en physique du bâtiment l'ont aussi abordé, mais c'est vrai qu'on n'a pas expliqué la raison derrière tout ça. Peut-être je peux m'avancer en disant que ça s'agit au niveau moléculaire, mais je ne vais pas aller plus loin parce que ça sort en dehors de mes connaissances et de mon champ de compétences pour le coup. Donc, je peux essayer de me renseigner plus sur le sujet et vous donner une réponse plus tard. Oui, non, je ne pense pas. En fait, je me suis dit qu'effectivement, un phénomène comme ça, c'est assez difficile à expliquer. C'est pourquoi j'ai bien précisé s'il y avait des idées là-dessus. Mais c'est quand même, je pense qu'à plus long terme, c'est intéressant d'avoir une réflexion parce que si on veut optimiser ce type de dispositif, la compréhension de ce type de phénomène physique est fondamentale. Mais bon, donc, grosso modo, il n'y a pas beaucoup d'explications dans la littérature de cette hystérésis-là, si je comprends bien. Hein, on est bien d'accord. D'accord. OK. J'avais aussi une autre question qui est plutôt une question enfin, une précision. Quand je vois les différentes propriétés donc thermo-optiques et les différents coefficients qui sont donnés, si je regarde dans la thèse, page 49, il y a un tableau qui donne donc les différents coefficients en fonction de la température. Donc, pareil aussi, je me suis posé la question et je n'ai pas trouvé la réponse.
est-ce que c'est des valeurs expérimentales ou est-ce que c'est des valeurs théoriques? Il y a certains forcément qui sont donnés par les fabricants, mais les autres, par exemple, les Tessol ou des choses comme ça, ça sort d'où? Alors, concernant le tableau 2.2 de la page 49, donc ce sont des valeurs qui sont issues, donc qui étaient fournies par le fabricant, comme je l'ai précisé, et qui sont issues de la base de données internationale des vitrages, et qui sont aussi présentes dans le logiciel Windows qui a été développé par Berkeley. D'accord. Ici, ce sont des mesures qui ont été faites avec spectrophotomètre à sphère intégrante et qui ont été par la suite intégrées sur toutes les longueurs d'onde pour avoir une propriété solaire ou visible totale, sur une grandeur totale. Et ce que j'ai oublié de préciser aussi, qui est intéressant, ce sont des grandeurs pour incidence numérique. D'accord. Donc, il y a une partie qui vient des données fabricants, mais aussi elles ont été complétées par des mesures, des mesures spectrales. D'accord. OK, merci. Donc, ça, c'est bien. Oui, après, je me suis posé une autre question, je l'ai mis celle-là dans mon rapport. C'est en fait, est-ce qu'il y a une explication pourquoi il n'y a pas de mesures avant le remplacement de la vitre? C'est-à-dire, bon, d'accord, je comprends que l'idée, c'est modéliser le comportement de la vitre. Et donc, tout ce qui a été fait dans la thèse, c'est parfait, ça va dans cette direction-là. Mais j'ai été quand même un peu frustré de voir qu'il n'y a pas une mesure avant de changer la vitre pour voir quels les apports en éclairement ou en échauffement de la pièce quand on passe d'une vitre classique ou d'une ouverture vide à ce type de vitrage. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ça n'a pas été fait ou je ne sais pas, voilà. Alors, effectivement, nous n'avons pas procédé dans le cadre de cette thèse à des mesures avant la mise en place du vitrage thermochrome. Mais bien sûr, au niveau du laboratoire, plusieurs thèses successives ont été faites sur cette cellule. Donc, on possède bien sûr des données à la fois en éclairement et aussi en thermique avant l'installation de cette vitre thermochrome. Mais pour le coup, cette réflexion et cette étude ne faisaient pas partie du cadre des travaux de recherche. D'accord, d'accord, ok. Et en fait, oui, je comprends. Est-ce que, en fait, vous avez travaillé directement avec les fabricants du vitrage? Est-ce que vous lui avez donné un retour sur les réponses, des choses comme ça, ou c'était tout simplement, on a pris ce vitrage-là parce qu'il était disponible commercialement, mais sans avoir une interaction directe avec les fabricants? J'ai bien compris, il a donné un certain nombre de coefficients. C'était une relation donnant-donnant. Qu'est-ce qu'on lui a donné en retour? Alors, on va dire que c'est une relation de partenariat, même s'il n'y a pas de contrat signé. Pour l'instant, on s'est mis d'accord tacitement avec le fabricant. Donc, le but, quand on a pris contact, c'était en 2016 pour la première fois, avec le fabricant Cléotinte. Je leur ai expliqué le contexte de notre étude, des climats tropicaux, et c'était très, très intéressés. Et ils ont compris vite leur intérêt là-dedans. C'est pour ça qu'ils m'ont fourni l'échantillon de la porte vitrée gratuitement. Et en retour, donc moi je suis en contact avec les senior advisors au niveau scientifique de cette entreprise et nous allons pouvoir échanger sur les mesures. Et bien sûr, on va pouvoir boucler parce que le but dans les études sur le vitrage thermochrome, c'est qu'à la fin, les physiciens du bâtiment travaillent avec les chimistes des matériaux pour améliorer à la fois la fabrication du modèle, du vitrage thermochrome, pardon, et améliorer le modèle pour la prise en compte dans la simulation. D'accord, d'accord. Donc, effectivement, ça ouvre la porte quelque part à une continuation du travail, de collaboration, etc., etc. C'est ce qui est, c'est ce qui est très, très bien. Oui, qu'est-ce que j'aurais d'autre comme question? Oui, ce n'est pas vraiment des questions, ça, c'est plutôt des remarques que j'ai mis dans mon rapport.
mais qui ne dévalue en rien la thèse elle-même. C'est, j'ai trouvé un peu dommage qu'il n'y a aucune notion de surcoût. C'est-à-dire combien ce type de solution, pas combien ça coûte en tant que tel, mais quels sont les gains et les pertes que nous pouvons envisager au niveau financier par rapport à ce type de dispositif. Et aussi, quelque chose que j'aimerais un peu plus voir quand on fait la présentation générale du vitrage, on parle de dioxyde de vanadium, c'est très bien, mais j'aimerais bien avoir un paragraphe qui parlait de la toxicité de cette substance. Parce qu'au niveau environnemental, cette substance-là n'est pas forcément idéale. Je conçois qu'il n'y a rien d'autre qui peut pour le moment les remplacer, mais je m'attendrais à avoir un petit paragraphe dans la thèse avec un commentaire là-dessus. Ça pourrait être une force d'émulation pour faire un peu plus de recherches par des gens qui travaillent sur les matériaux pour remplacer le vanadium, par exemple. Voilà, ça c'était des petites remarques. Comme aussi j'avais dit, attention, bien que la thèse est très bien écrite, là j'ai rejoint tout à fait Marjorie, c'est parfait. À un moment, j'ai commencé à me perdre avec les différents coefficients M, N, P, etc., qui changent chaque fois de signification. Donc, si tu reviens un peu sur le manuscrit, c'est pas très compliqué, utilise s'il te plaît des termes un peu différenciants parce que ça devient compliqué à lire. Voilà. Voilà, autrement, encore une fois, félicitations. C'était vraiment un très bon travail et j'espère que dans ta vie professionnelle, mais aussi dans la suite des travaux à l'Université de Réunion, on aura l'occasion de reparler de ces dispositifs-là qui sont, à mon avis, fort intéressants. Voilà. Merci beaucoup et ce sera avec plaisir. Monsieur le Président, à toi. Merci, Georges. Je vais me prendre la parole, me donner la parole plutôt en apprenant. Et je vais à mon tour poser quelques questions, à la fois pour comprendre, mais effectivement, l'avantage de votre travail, comme je l'ai dit, il est très facile à suivre et il permet de poser plein de questions. Essayez de ne pas être trop long, mais j'ai quand même plein de choses qui m'intéressent. La première, c'est vous commencez, vous dites 90% de transmission. Alors, 90% de transmission, effectivement, on se dit que c'est énorme, que c'est un super capteur solaire. C'est dans quel cas, ça? Excusez-moi, vous pouvez reformuler votre question, s'il vous plaît? Je demandais les 90% de transmission. Ça correspond à quoi comme hypothèse de vitrage? Alors, ce sont des caractéristiques des propriétés prises pour un vitrage simple et clair. Oui. Et alors, la question, c'est, OK, pour passer au thermochrome, Georges l'a dit un peu en parlant de toxicité, dioxyde de vanadium, on a aussi un autre problème quand même, ça reste une terre rare. Je ne sais pas si vous avez regardé la disponibilité de ce produit. Non, je ne me suis pas du tout intéressé dans le cadre de cette étude à la disponibilité de la ressource en dioxyde de vanadium. Parce qu'effectivement, si on commence à en utiliser partout, ben, on risque d'avoir des problèmes de ressources et on risque de ne pas pouvoir l'utiliser pour d'autres choses, même si c'est toxique. La question, est-ce qu'on a d'autres alternatives que finalement le vitrage thermochrome pour réduire les effets de l'ensoleillement dans la pièce? Ah oui, c'est pour ça que sur une des appos, quand j'ai montré les photos des bâtiments fortement vitrés, je disais que ce genre de conception n'est pas du tout adapté pour les milieux tropicaux, pardon. Et ce qui fait qu'il est préférable de protéger avec des protections solaires qui sont extérieures et déportées. C'est le meilleur cas. Si on a la possibilité d'installer des volets, des brises solaires, pour réduire l'apport de chaleur et en même temps pouvoir favoriser l'éclairement naturel. Mais, alors, je suis d'accord, mais ce n'est pas là-dessus que je voulais aller. On va rester sur le vitrage, parce qu'effectivement, bien sûr, mais si on parle de volet, on n'a plus besoin de… Mais est-ce qu'on a d'autres solutions au niveau vitrage?
on a tout un ensemble de vitrages dynamiques donc qui ne sont pas forcément thermochromes. Je peux prendre comme exemple le thermotrope, qui lui change d'état physique, donc il passe d'un état clair à un état translucide, et qui lui est avec un matériau qui est plutôt, on va dire, qui reste assez naturel. Mais par contre, on n'a plus les mêmes types d'applications, car, comme j'ai dit, il est translucide, donc il est flou, donc il n'y a pas de possibilité en application bâtiment. Et sinon, je ne vois pas d'autres solutions sur le vitrage en lui-même. Et qui ne serait pas dynamique? Et qui ne serait pas dynamique? Ah, en statique, bien sûr. Donc, en statique, nous avons plusieurs solutions. Nous avons les revêtements à contrôle solaire, avec l'argent, par exemple, qui sont, ou les vitrages teintés, réflexifs, sont très utilisés dans ce genre d'architecture. Et c'est là ma première question, c'est est-ce que pour ces pays tropicaux, on a vraiment besoin de ce type de vitrage ou des vitrages à contrôle solaire ne seraient pas plus pertinents? Ça dépend des cas de conception et de l'environnement. Si on reste dans le cadre d'une conception bioclimatique, on va d'abord regarder le potentiel. Si on a la possibilité d'utiliser un vitrage à contrôle solaire, donc avec des propriétés fixes, et qu'on prouve par la simulation, par exemple au niveau de l'ingénierie, que c'est plus favorable, bien sûr qu'on peut s'orienter sur ce choix. Mais je voulais expliquer que dans certains cas, le vitrage à contrôle solaire, qui a des propriétés fixes, fonctionne très bien en effet pour transmettre la chaleur, mais très défavorable au moment de laisser pénétrer la lumière naturelle. Et la lumière naturelle est tout aussi importante que de limiter les surchauffes, parce que sinon, on fait des bâtiments où l'éclairage artificiel domine, et ça a des conséquences à la fois sur la productivité et la santé des gens. Alors, je serai un petit peu d'accord dans nos pays, et encore, mais je suis moins convaincu quand même dans ces pays tropicaux où effectivement on a plutôt un excès d'ensoleillement et on n'est quand même pas dans des situations très courantes où on a des problèmes parce que le contrôle solaire, on peut le régler et il va nous apporter quand même de la luminosité. C'était simplement pour se dire, c'est vrai que c'est intéressant de comparer. La question vous a déjà été posée, mais je la poserai quand même. Alors, je commençais aussi parce que le 90%, oui, c'est pour le simple vitrage. Avec le double vitrage, on va déjà avoir beaucoup moins. Après, on peut, comme vous dites, avoir du contrôle solaire, avoir des revêtements différents sur les vitrages. Est-ce que quand même si on a posé la question, ça n'aurait pas été intéressant de comparer, vous avez dit, vous avez déjà eu des résultats précédemment, pour voir l'impact, pour voir l'intérêt de si déjà, même des résultats ont déjà été pris. Et s'ils n'ont pas été pris, même par simulation, on aurait pu regarder un peu l'intérêt. Alors oui, donc ça a été fait l'objet d'une étude au tout début de ma thèse qui n'a pas intégré le rapport. Donc c'était avec le modèle installé dans Énergie Plus, on a montré l'intérêt du vitrage thermochrome. Mais ce qu'on a montré, c'est que même pour l'environnement de Saint-Pierre, au même endroit où il y a le site expérimental, le vitrage thermochrome devient intéressant à partir du moment où on est avec des grandes surfaces vitrées. Et c'est ça que cette étude avait montré. Mais cette étude n'a pas fait l'objet, enfin, ne faisait pas partie du rapport. C'est dommage. Alors, je vais vous poser une question piège maintenant. Vous savez pourquoi les coefficients de convection extérieure, ils ne s'appliquent pas à votre projet? Les formules que vous avez sorties avec des coefficients extraordinaires, des puissances à un sixième, un quart, un tiers, un coucher dehors, pourquoi ils ne sont pas très intéressants pour votre projet, pour votre configuration expérimentale? Parce qu'ici, premièrement, la mesure du vent est assez éloignée de notre surface d'étude. Premièrement. Deuxièmement, notre surface d'étude se retrouvait principalement en journée sous le vent. Et nous avons ici, dans le cadre de notre site expérimental, des bâtiments avoisinants qui venaient faire masque au vent et perturber l'écoulement du site. Et donc, on a pensé que c'est pour cela que les corrélations de la littérature ne fonctionnaient pas bien. Alors, je vous ai dit que c'était une question piège et je n'ai pas eu la réponse. Alors, je vais vous donner quand même mon sentiment. Après, il peut y avoir plein de raisons. Mais effectivement,
je vais revenir sur quelque chose. Je trouve que vous êtes un peu compliqué la vie, on en reparlera. Avec votre débord de toiture, on aurait pu essayer sans débord de toiture au début pour la partie radiative. Mais pour la partie convective, toutes les corrélations qui sont déjà à coucher dehors et compliquées, elles sont toutes faites avec des surfaces pseudo-infinies verticales. Or, vous avez un chapeau au-dessus, donc tout ce que vous faites, malheureusement, ce n'est pas les bons coefficients. Il faudra les inventer vous-même. Effectivement. Mais voilà. Alors, effectivement, ça revient à ma question, hein, vous l'avez compris, alors la convection. Pourquoi ne pas avoir essayé de couper ce rebord de toiture? Parce que vous n'aviez pas le droit de le casser, parce que ça doit servir après, ou parce que Harry Boyer ne voulait pas? Parce qu'on voulait absolument avoir un masque proche pour créer une ombre sur notre vitrage, pour qu'on puisse mettre en évidence le caractère hétérogène du champ de température. Mais ça, j'en suis persuadé. Mais est-ce que ça n'aurait pas été bien de faire d'abord sans masque? Parce que c'est déjà assez compliqué votre affaire. Et commencer avec du compliqué, après, il faut ajuster, quoi. C'est vrai qu'au moment des mesures, on ne s'est pas posé la question. Ce qui nous a importé, c'était de pouvoir mesurer la température. Et au moment de cette étude où on a essayé d'apporter des éléments de validation, on s'est rendu compte. Et forcément, dans les délais impartis, on n'a pas pu relancer une étude. C'est pour ça que j'ai proposé dans les perspectives une étude spécifique, plutôt locale, pour essayer de retrouver ces corrélations de convection à la fois extérieure et intérieure. OK. Alors, comme j'ai bien aimé votre travail, c'est pour ça que je vous embête, sinon je ne vous embêterai pas. Mais je vais vous poser une autre question piège, si vous voulez. Vous avez une idée d'un coefficient d'échange convectif au niveau du sol? À l'intérieur? À l'intérieur, oui. Un coefficient à peu près un ordre de grandeur. De l'unité? Non, de la valeur d'un coefficient d'échange convectif au niveau du sol. Entre 1 et 6 watts par mètre carré quadrillé. Alors, je dirais plutôt 1 à 2, effectivement. On est très, très faible au niveau du sol. Vous le trouvez au départ avec vos corrélations, mais après, vous ajustez et vous nous trouvez un coefficient convectif de 11. Alors, bien sûr, ça donne une courbe qui est parfaite, mais il faut quand même revenir en arrière en se disant, attendez, là, je ne suis pas du tout dans l'ordre de grandeur des coefficients d'échange convectif. Bien sûr, je rentre une corrélation qui, après, est parfaitement ajustée. Parfaitement ajustée, la semaine où vous avez, Marjorie l'a dit, vous avez fait les essais et vous allez valider sur la semaine où vous avez fait les essais. J'aurais bien aimé qu'on le voit au mois de janvier. Peut-être qu'on aurait dit, ah, ça ne marche plus du tout, c'est pas grave, on va ajuster autrement et on va obtenir un coefficient convectif de -5. Et vous nous auriez aussi dit, avec -5, c'est parfait, ça rentre parfaitement. Non, je plaisante un peu, mais à partir du moment où on ajuste, il faut quand même se dire après, est-ce que je suis encore dans quelque chose de cohérent ou pas? Alors, rassurez-vous, j'ai encadré pas mal de thèses où j'ai laissé avoir des coefficients complètement aberrants je vous en tiendrai pas rigueur. Mais disons qu'en grandissant, on fait plus attention. Et là encore, c'est pour commenter un peu, parce qu'on l'a tous fait, moi aussi, et j'en ai encadré. Je me souviens qu'à la soutenance de thèse de Marjorie, on a eu des grosses discussions avec Jean Lebrun sur les coefficients d'échange convectifs. On a tous utilisé ces coefficients d'échange, et plus il y a de coefficients, plus il y a de puissance inverse, et plus on est content, et plus on arrive à ajuster les formules. Il y a un moment, il faut retomber sur Terre et se dire, finalement, avec tout ça, est-ce que j'ai bien raison ou est-ce qu'on avait fait, avec Adrien Brun, il y a quelques années, une comparaison entre les différents échanges convectifs de plein de logiciels et finalement, on s'était dit après ça, un logiciel comme celui de Pléiade Comfy qui dit « je prends un coefficient d'échange constant », eh ben, c'est pas pire que les autres en tout cas. Voilà, bon, je continue à vous embêter parce que c'est le but et après je ne pourrai plus. J'avais une autre question, mais quand même qu'on aurait pu se poser. Vous dites, j'ai bénéficié des données constructeurs. Mais les données constructeurs, on est souvent un peu sceptique et
qu'est-ce qu'ils ont bien voulu nous donner? Est-ce qu'ils donnent ce qu'ils vont les arranger? Et notamment, est-ce que vous avez une incertitude sur ces coefficients? C'est des valeurs précises, exactes, et ils vous laissent que ça? Alors, les données des fabricants sont quand même issues de la base de données des vitrages, donc la base de données internationale, qui est quand même utilisée par beaucoup de scientifiques. Et non, on ne m'a pas donné d'incertitude au niveau de ces paramètres thermo-optiques, qui a fait l'objet d'études, comme j'ai dit avec le professeur Zizis, de mesures avec au laser et au spectrophotomètre à sphère intégrante, qui sont assez précises et que du coup, en intégrant sur le spectre solaire, qui nous donne des transmittances totales, qui sont aussi assez précises et qui ne viennent pas, on va dire, perturber nos simulations. Ok, mais on a beau avoir toutes les précisions, le laser et tout ce que vous voulez, il ne faut pas se faire d'illusions. L'expérimentation chez les industriels, c'est comme votre expérimentation sur votre thèse. Vous avez forcément plein de raisons d'avoir des erreurs et des incertitudes. Ils en ont aussi, mais ce n'est pas grave, c'était juste une question. Je vous ai beaucoup embêté, alors je ne vais pas vous embêter trop quand même, ce n'est pas le but, mais je vais revenir à quelque chose qui me paraît important et qui me frustre un petit peu, c'est les perspectives. Pour moi, les perspectives d'une thèse, ce n'est pas de dire tiens, je pourrais intégrer mon modèle dans Codirun, bon, ça fera plaisir à Henri Boyer, mais je pourrais faire un petit peu de travail supplémentaire parce que ça, on va dire, on va se revoir dans 6 mois, on vous laisse avancer et comme ça, vous aurez fini vos perspectives. Les perspectives, c'est maintenant, moi, j'arrête. Il y a quelqu'un d'autre qui prend le relais. Il n'a pas envie d'améliorer vos modèles pendant 3 mois. Il a plutôt envie de faire autre chose. Et les perspectives, c'est finalement, qu'est-ce que je fais de mon travail? Et ma question, elle va revenir un peu à la première question que je vous ai posée. C'est de dire, OK, maintenant, je suis convaincu. J'ai un vitrage thermochrome, bon, un peu compliqué comme expérimentation parce que j'avais un chapeau et ça m'a donné, ça a été compliqué à ajuster, mais globalement, on voit quand même qu'on a des résultats, même si, et là aussi, ce ne sera pas une question parce qu'elle est trop compliquée, mais un aparté, c'est simplement de se dire vos coefficients de convection, pourquoi il y a le chapeau qui vous gêne, mais il y a autre chose qui est très gênant, c'est que les coefficients de convection, forcément, ils vont dépendre de ce que vous avez comme bâtiment pour les mesurer. Vous avez votre petite boîte dessus. Si vous aviez un grand bâtiment, forcément, il n'y aurait pas les mêmes coefficients parce que ça dépend forcément de la géométrie. Donc, ça, c'était beaucoup trop compliqué à évaluer. Il aurait fallu faire une étude directement dessus. Mais tout ça, c'est pas du détail. Tout ça, ça montre que finalement, les résultats, ils peuvent varier et que on n'a pas la science infuse. C'est très compliqué. Grosso modo, ce qu'on retient, c'est que c'est intéressant, ça donne des résultats, ça marche à peu près, et le vitrage thermochrome, il a une certaine efficacité. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est et demain, j'en fais quoi? J'en fais quoi? Je l'utilise comment? Et quelles applications je vais proposer, voire quelle thèse je vais proposer, vous, comme directeur de thèse, sur le sujet, non plus pour améliorer un petit peu vos modèles et mieux comprendre et se dire, ouais, je vais faire ça sur une boîte et sur un bâtiment, etc., mais sur des domaines d'application, mais domaines d'application pas pour un bureau d'études, mais pour 2 thèses, 3 thèses, 5 thèses qui vont être réalisées à l'issue de vos travaux. C'est un peu compliqué comme sujet, hein, vous n'êtes pas obligé de répondre. Je vais essayer quand même, si vous me le permettez. Avec plaisir. Je verrai 2 applications potentielles qui pourraient déboucher à la fois sur 2 thèses. La première est des protections solaires de type brise-soleil avec le vitrage thermochrome à l'extérieur du bâtiment.
Donc, si vous voulez, en ce moment, on protège, par exemple, à La Réunion, nos bâtiments avec des protections solaires en bois qui fonctionnent très, très bien, mais que, par exemple, pour une façade sud, qui n'est pas utile pendant une très grande partie de l'année. Donc, ce qu'on peut proposer ici, c'est, par exemple, de mettre un vitrage thermochrome qui va venir réduire cet apport de chaleur tout en essayant de favoriser la lumière. Et donc, ici, avoir des lames extérieures comme brise-soleil en vitrage thermochrome. Premier sujet. Un deuxième sujet qui pourrait être intéressant, on utilise beaucoup la ventilation naturelle à La Réunion et dans les milieux tropicaux en général. Donc, pourquoi pas avoir directement des jalousies, donc des types d'ouvertures en lame qui permettent à la fois la ventilation, mais avec le vitrage thermochrome du sud. Donc, ce qui ne serait pas un vitrage fixe comme on a eu ici, une porte vitrée, mais il serait une jalousie thermochrome. Donc, je vais essayer quand même de répondre à cette question. Je ne sais pas si ça vous satisfait, mais voilà peut-être deux sujets d'application qui pourraient à la fois déboucher sur des sujets de recherche qui pourraient être intéressants, en tout cas pour les climats à La Réunion. Alors moi, ça me satisfait tout à fait. Je regrette de ne pas l'avoir vu ni dans le manuscrit ni dans la présentation parce que effectivement, les perspectives, c'est ça. Il faut aller un petit peu au-delà de. Mais je trouve ça effectivement très intéressant les propositions que vous faites. Et comme j'ai trouvé ça très très bien, je vais vous libérer. Et je ne vais pas prendre la parole plus longtemps, mais je vais les laisser à un invité. Alors invité, mais qui est quand même qui vient juste d'arrêter ses fonctions et qui est là et qui va pouvoir nous donner son éclairage, sans mauvais jeu de mots, sur les travaux que vous voulez faire. Donc, je laisse la parole à Joseph Virgon. Merci beaucoup, M. Wirtz. Oui, bonjour et merci. Merci de me laisser la parole, M. le Président. Merci, Arthur, pour cette présentation. Donc, je rejoins les autres membres du jury sur la clarté. J'ai apprécié cette Joseph, on t'entend très mal, là. J'ai apprécié la présentation. Vous m'entendez mieux? Ouais, pas bien trop, c'est assez léger, donc doucement. Bien, j'ai apprécié la présentation et donc le travail très intéressant qui a été réalisé. Donc, j'ai quand même quelques petites questions. Alors, j'ai vu que tu as bien pris en compte mes consignes vis-à-vis de la mesure de la température des parois transparentes, puisque tu as protégé tes capteurs avec un film aluminium. Ce que j'attendais un petit peu, c'était éventuellement d'évaluer les erreurs malgré tout que l'on peut avoir sur ces mesures. Une paroi au soleil peut effectivement donner des erreurs, même si on prend toutes les précautions possibles. Donc ça, il y avait de la bibliographie qui pourrait pu au moins évaluer si c'était une erreur de 1 degré, de 3 degrés, parce que ça peut aller très très loin, les erreurs qu'on peut avoir de ces températures de surface. Alors la question que j'ai pas trouvée dans le manuscrit, alors peut-être que il n'y aura pas trop de difficultés à répondre, c'est pour la protection des capteurs qui sont placés côté intérieur. Comment est-ce que tu as procédé à la mesure de cette température? Pour les capteurs, le vitrage thermochrome à l'intérieur, on a procédé de la même façon avec l'adhésif aluminisé. C'est-à-dire que le soleil peut éventuellement directement atteindre le thermocouple? Celui de l'intérieur, oui. Il nous a été très difficile, l'émetteur solaire à La Réunion, de pouvoir protéger le capteur intérieur du rayonnement solaire. Néanmoins, sur les mesures qu'on a pu observer sur toutes nos séquences, on a remarqué qu'il n'y avait pas de perturbation liée à cette absorption possible du rayonnement solaire. Oui, mais il aurait fallu sans doute coller d'abord un adhésif aluminisé, puis le thermocouple avec sa colle. Bon, donc ça, c'est effectivement des précisions qui me manquaient un petit peu dans le manuscrit. Une question maintenant sur la partie thermique. Alors, j'ai vu que les méthodes de calcul des coefficients de convection ont été… tu as essayé de trouver une optimisation de ces coefficients et que c'est une tâche très complexe. Alors moi, j'aurais été intéressé de voir aussi les évolutions au cours du temps et aussi par rapport à la tâche solaire,
au sol, sur le plancher, je pense qu'il y a une différence énorme entre le coefficient d'échange au niveau de la tâche solaire et le coefficient d'échange en dehors de la tâche solaire. Donc, j'aurais aimé avoir quelques informations sur les évolutions temporelles et spatiales de ces coefficients d'échange. Et tu avais peut-être des éléments pour pouvoir faire quelques comparatifs. Donc, ça peut effectivement, pour une thèse suivante, faire l'objet de travaux complémentaires en utilisant tes données. Également, sur la partie thermique, j'aurais aussi posé une question. Pourquoi tu n'as pas utilisé ton modèle avec et sans thermochrome? C'est-à-dire avec un vitrage simple. La question de Georges c'est intéressante sur la partie expérimentale. Moi, je te la pose sur la partie numérique, quelque chose que tu aurais pu faire. Pourquoi tu n'as pas fait un comparatif pour évaluer le gain en matière d'énergie ou en matière de confort? Ok. Du coup, par rapport à ce qu'on a voulu montrer et faire dans cette thèse sur la validation expérimentale, on avait décidé de cadrer cette étude, ces travaux de recherche à ce qu'on a proposé à la fois dans le rapport et dans la présentation. Et cette question ne s'est pas posée, mais effectivement, je la note car elle est très pertinente et intéressante et que ça pourra faire l'objet de résultats supplémentaires et par la suite. Il faudra noter aussi que dans le modèle, ce qui est important de calculer, c'est la température résultante. Dans la mesure où le vitrage thermochrome s'échauffe énormément, il monte à 50 degrés, et donc il contribue énormément sur la baisse du confort thermique, sur la partie échange radiatif avec l'individu qui est trouvé dans la pièce. Okay. Donc la température résultante, je suppose qu'elle doit aussi être calculée, que la température d'air n'est pas suffisante. Ok. J'ai une dernière question sur le modèle d'éclairage naturel. C'est quelque chose de très compliqué à calculer sur la composante directe et en particulier le facteur de transmission du vitrage qui doit être pris. J'ai cru voir que c'était un facteur de transmission diffus alors que le vitrage n'est pas du tout diffusant. Alors peut-être que je n'ai pas tout à fait compris le modèle de calcul de la composante directe qui doit normalement prendre en compte la luminance du ciel, mais ensuite, en réalité, c'est la luminance du vitrage qui doit être prise en compte pour recalculer ensuite la composante directe qui passe à l'intérieur. Si le verre est diffusant, ce n'est pas du tout la même chose que si c'est un verre translucide. Et dans le cas de ce matériau qui est un peu complexe, il peut arriver effectivement que il faut calculer un facteur de transmission diffus ou un facteur de transmission directe et que chaque pixel finalement de ton vitrage peut avoir un comportement différent. Donc, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est une remarque que je pense qu'il y a des travaux complexes à mener sur ces questions de verre complexe pour le calcul de l'éclairage naturel à l'intérieur. Okay. Voilà. Donc, je n'ai pas d'autres questions. Sinon, félicitations. Je suis content que tu puisses arriver à la fin de ta thèse, finalement, avec un peu de retard, mais tu arrives bien à la fin de ta thèse et que finalement, tu t'en sors bien pour la réponse aux questions et à la présentation. Après à peu près un an, peut-être 2, après avoir fait les dernières mesures, de pouvoir répondre aussi bien aux questions et d'avoir fait un manuscrit aussi clair. Merci. Merci. Merci Joseph. On va passer aux personnes locales dans la salle, en commençant donc, par Laetitia Adler, qui est maître de conf au laboratoire Piment. Merci, Monsieur le Président. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend bien. On vous entendait bien.
Merci. Là aussi, c'est bon, ça passe? Oui, pas de problème. Ok. Alors, merci Arthur pour cette présentation. Merci également pour ce document. La lecture en est simple, alors ça même un petit peu trop. C'est-à-dire que, bon, c'est dit non, non. C'est presque comme si c'était 3 ans qui s'était passé avec une facilité déconcertante. Alors que derrière, on se dit que quand même, une question de l'éclairage naturel, ne serait-ce que en modèle. On n'entend plus très bien là, hein. Je suis désolé, mais on n'entend plus trop. Pardon. Ne serait-ce que l'évaluation de l'éclairage naturel en milieu tropical, ça devait être pas quelque chose d'évident, notamment. Est-ce que tu as une idée de la précision du modèle d'éclairement naturel en fonction de l'éclairage diffus? Une question subsidiaire, c'est est-ce qu'il y a prise en compte de la luminosité ou pas dans les différents modèles? J'ai l'impression que non. Est-ce que tu penses qu'il faudrait le prendre en compte? Et comment? Alors, effectivement, c'est une tâche très complexe que d'essayer de modéliser l'éclairement naturel, surtout la partie diffuse. Donc, c'est là où on a le plus de difficultés. Et l'hypothèse qu'on fait le plus souvent, et surtout avec cette approche simplifiée, qu'on a fait donc, au niveau du labo, c'est un modèle de ciel, donc un dôme qui est considéré lambertien, donc avec un dôme diffus. Donc la nébulosité n'est pas prise en compte dans le cadre de cette étude. Il est possible de le prendre en compte avec un facteur pour le rayonnement du ciel, éclairement. Mais ça reste quand même assez limité avec cette approche des flux séparés. Ok. Et, donc, peut-être un petit peu de façon parallèle, je rejoins un petit peu ce qui a été dit par M. Biancon, mais d'une autre façon. Tu as les données, on va dire, fabricants pour le vitrage, donc avec une notion d'hystérésis, donc une variation du facteur de transmission en fonction de la température. Moi, je suis un petit peu frustrée parce qu'on n'a pas ce genre de mesure pour un vitrage mis en place. Et est-ce que tu aurais une idée, on va dire, des protocoles expérimentaux que l'on pourrait mettre en place pour justement caractériser réellement cette hystérésis, mais pour un vitrage qui est mis en place? L'incidence, le rayonnement incident n'est pas le même. Enfin bon, il y a tout un tas de choses qui... À un moment donné, dans ma tête, j'avais pensé à une expérimentation qui est un peu similaire à ce que les mesures qu'on fait au-dessus du toit du bâtiment du département de génie civil. Donc, ce serait des vitrages qui suivraient en tracker solaire avec des capteurs et on mesurait le rayonnement donc, en même temps et on mesurait le rayonnement à l'arrière du vitrage. Donc, on aurait une possibilité de caractériser la transmittance et en même temps, avec les capteurs de température, de suivre l'évolution de la température surface de verre et de pouvoir, en étant toujours en phase du soleil, pouvoir en fait enlever, si vous voulez, la complexité de l'angle d'incidence. Donc d'avoir une sorte de tracker solaire avec le vitrage qui suit le soleil et suivre à la fois l'évolution de la température et de la transmittance globale, extérieure et derrière le vitrage. Alors, justement, ça t'aurait... Après, ça t'aurait peut-être forcé quand même d'être sur le terrain relativement souvent. La hauteur de soleil, en un mot, ton angle d'incidence du rayonnement sur la paroi, si tu passes sur 3 jours d'affilée, hiver, ça, enfin, tu avais une campagne de mesure au mois d'août. Oui, en fait, ma campagne de mesure a vraiment commencé au mois de juillet et ça s'est terminé fin septembre. Il y a quand même des moments à ce moment-là où le soleil n'arrive pas en fonction des jours. Est-ce que ça n'aurait pas été possible, donc, justement, de venir parfois mesurer, puisque bon, il y a des luxmètres intérieurs, mais il n'y a pas de luxmètres à l'extérieur. Il n'y a pas de possibilité de jouer un petit peu là-dessus. Si on aurait eu la possibilité, donc si on avait plus de capteurs, on aurait pu à la fois placer un pyranomètre à l'intérieur et à l'extérieur. Là, on a pu placer un à l'extérieur. Et pareil pour les luxmètres. Un à l'extérieur et un à l'intérieur. Mais c'est vrai que
vu la difficulté de l'environnement et de la complexité de l'environnement extérieur, il aurait été mieux de faire cette étude, mais à échelle réduite. Donc, en site dégagé. Au niveau de la lumière, je parle, pour retrouver la transmittance. Parce que là, en fait, on a beaucoup trop d'interactions. Il nous est difficile de prévoir. Et comme c'est une donnée qui va nous servir après pour la modélisation, pour les simulations, on ne peut pas se permettre d'avoir des interactions de type masse. Donc, refaire une expérimentation sur un site dégagé. Et si c'est au niveau photométrique, on peut le faire très facilement à échelle réduite pour limiter les coûts. Bon, rendez-vous. Mais bon. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais arrêter là les questions et je vais encore féliciter Arthur pour son travail. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Laetitia. Et on va donc écouter un petit peu l'avis des encadrants locaux, en commençant par Dimitri Bigot, qui est maître de conférence au laboratoire. Merci de me passer la parole. Tout d'abord, félicitations Arthur pour tes travaux. J'ai vraiment apprécié de travailler avec toi. Donc, on est passé par un moment quand même assez difficile, on va dire il y a presque un an maintenant, où l'interaction est devenue plus compliquée suite à la crise sanitaire et à la création de l'entreprise où tu avais pu investir du temps par ailleurs pour que ça marche. Depuis quelques mois, on retravaille ensemble sur la finalisation de ces travaux. Et j'ai apprécié le sérieux avec lequel tu t'es investi et l'autonomie dont tu as fait preuve. Peut-être que c'est évident pour certains, mais je me rappelle du moment où tu cherchais à avoir le matériau pour démarrer les mesures, le temps que ça a pris, aller trouver un fournisseur de l'autre côté de la planète et faire en sorte que le matériau arrive ici dans de bonnes conditions et dans les temps, c'est pas forcément si évident. Donc voilà. Alors je vais me concentrer sur deux questions. La première liée à des travaux de modélisation concernant en particulier la modélisation que tu as fait en 2D des vitrages et le forçage de la température que tu as fait au bord du vitrage. Donc, tu nous dis que tu as dû mesurer la température de bord et la forcer dans le modèle. Par la suite, pour les applications, on ne pourra pas forcément avoir ces mesures-là. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça va fonctionner lors de cas d'application et d'intégration à de futurs codes de calcul? Alors effectivement, on a eu l'opportunité de pouvoir mesurer les températures du bord. Donc c'est pour ça que tu parlais de faire venir le vitrage. On a quand même fabriqué la menuiserie sur place pour justement pouvoir instrumenter nous-mêmes au niveau de l'assemblage de la menuiserie et de mettre les capteurs. Donc on avait senti à l'époque, et c'était mon directeur de thèse qui m'avait mis sur la piste, pour me dire ça va être important et donc il nous est important pour si on veut faire une modélisation 2D. Ce qu'on a remarqué après dans les résultats, c'est que cette température de bord qui était forcée n'avait que très peu d'influence sur le champ de température au niveau, si on prenait une moyenne par exemple, sur la surface exposée ou sur la surface ombragée. C'est-à-dire que la diffusion dans le sens en 2D était moins dominante que l'absorption du rayonnement solaire. Donc, quand on regardait la dynamique, on voyait les températures qui étaient plus froides au niveau du bord, qui étaient normales parce que ces capteurs-là étaient sous la menuiserie, mais on n'a pas vu d'influence sur nos résultats à la fin. Alors, ça ne veut pas dire que ça a été complètement inutile, ça nous a quand même permis de voir ça. Ça nous a quand même permis de mettre en évidence que les températures du bord ont peu d'influence dans le cadre et dans le régime de température qu'on a utilisé. Ce que je pourrais proposer pour d'autres codes de calcul qui, du coup, on n'aurait pas la possibilité d'avoir cette température de bord, c'est de coller la température de surface opaque dont le vitrage fait partie. Deuxième question concernant le fait que, juste avec le modèle des termes naturels et qui revient un peu sur les questions de médecine, on n'a pas pu bien prendre en compte l'environnement. Est-ce que dans l'état actuel de la plateforme expérimentale, le système de mesure permettrait de prendre en compte un modèle d'éclairement naturel plus détaillé et plus complet? Avec la méthode qu'on utilise en ce moment? Oui. En l'état actuel des choses, et avec le recul, je ne pense pas.
Je pense qu'on a atteint la limite de cette méthode qui a été très utilisée et qui a fait le travail quand il fallait. Donc, pour un petit historique, peut-être qu'arrive à rappeler, mais voilà, les travaux au niveau de l'éclairement naturel ont commencé en 2009 avec la thèse de Fakra, et à l'époque, la cellule LGI était sur un site dégagé. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on se retrouve à modéliser et à vouloir simuler des environnements complexes, avec en plus l'urbanisation des milieux. Si on veut être capable de pouvoir prédire cet éclairement, je pense aujourd'hui qu'il serait intéressant pour nous de passer sur d'autres méthodes, type lancer de rayons ou les radiosités. D'accord. Et dernière question, dans ce cas-là, si on passe sur ces méthodes, quelles modifications faudrait-il apporter à la plateforme qui est existante, des systèmes expérimentaux existants pour que ça fonctionne, à ton avis? Si la plateforme en elle-même, enfin, je pense qu'elle n'aura pas besoin de modification si notre modélisation arrive à prendre en compte tout l'environnement complexe. C'est sûr que, à mon sens, au début, il serait bien d'avoir une expérimentation où on lance dégagé pour pouvoir contrôler et ensuite tester dans un environnement plutôt urbain avec des bâtiments de faible et moyenne hauteur pour ensuite comparer. Donc, peut-être une deuxième expérimentation et si ça, encore une fois, si ça à l'échelle photométrique, on peut le faire à l'échelle. Peut-être ma question n'est pas assez claire. Est-ce que le système de mesure d'éclairement extérieur que l'on possède est suffisant? Alors, notre système de mesure, pour l'instant, si on considère les capteurs d'éclairement, donc le global et le diffus, ça ne sera pas suffisant. On aura besoin pour cela pour caractériser. Si on part sur les méthodes de radiosité ou surtout sur les méthodes de lancer de rayons, on va devoir diviser le dôme en plusieurs facettes. Donc le dôme qui est le ciel, on va devoir le diviser en plusieurs facettes et chaque facette aura une luminance. Donc il nous faudrait des mesures qui sont capables de au moins prendre en compte mais à la fois la luminosité, le coefficient d'obstruction par les nuages, mais quand même de coupler ça avec des mesures d'éclairement comme on le fait actuellement. Mais oui, on aura besoin d'autres instruments de mesure. Peut-être qu'on les possède déjà, je ne sais pas, ça à voir. Mais en l'état actuel, non, pas maintenant, pas comme ça. D'accord, merci pour la réponse. Encore félicitations pour tes travaux et au plaisir de travailler avec toi sur la suite très prochainement. De même. Merci Dimitri. Donc on va finir par le meilleur d'entre nous. C'est Henri Boyer donc, qui a eu l'honneur de diriger cette thèse. Henri, tu as la parole. Merci, M. le Président. Merci, Étienne, pour le constat. Parle bien dans ton micro parce qu'on ne t'entend pas bien. Alors, faire une thèse, en fait, donc, finir une thèse avec son doctorant, c'est toujours pour le moins. On n'entend rien du tout là, pour l'instant. Tiens, change de place carrément. Je pense que ce sera mieux si tu... Alors, je disais que terminer une thèse avec ton doctorant, donc c'est toujours un élément important pour un directeur, et je veux dire sur la satisfaction qui est la mienne, d'être aujourd'hui et de voir, de nous soutenir. Je pense qu'il y a donc de bonnes factures, et bien dans la soutenance. Donc, ta thèse a mis en évidence plusieurs caractéristiques qui sont les tiennes. En fait, donc, tu es d'abord quelqu'un de sérieux, tu es quelqu'un de rigoureux, et je rajouterais même de persévérant. Parce que au cours des années qui ont été celles de la thèse, tu as été tu as eu tout un paquet, on va dire, de situations professionnelles, de doctorants contractuels, dans un bureau d'études, maintenant auto-entrepreneurs, qui nous ont fait douter, avec en particulier Joseph, et bien du fait que nous avons commencé à craindre à un moment donné que tu ne le soutiennes pas, dans la mesure où tu avais toujours une activité qui était plutôt foisonnante. Alors, en plus de la persévérance, je pense que tu as une caractéristique qui est celle d'être très optimiste. Et je crois que ça t'a vraiment beaucoup aidé dans ce chemin qu'a été cette thèse. Et je voulais rendre hommage à tes parents, parce que c'est certainement quelque chose que tes parents t'ont inculqué, qui t'aura été précieux évidemment pendant cette période très particulière, et je dis bien très difficile, dans le est. Alors qu'en plus, il y a donc de ces qualités, je pense que tu as souffert d'un élément particulier qui est celui de ton encadrement. Donc il se trouve que ton directeur de thèse a été malheureusement très occupé pendant ces derniers temps, et en particulier pendant ces 2 dernières années. Et je voudrais vraiment remercier la partie complémentaire de l'encadrement de Dimitri à mes côtés pour avoir pris le relais à un moment donné où moi je prenais l'eau de toute part.
Alors, il se trouve bien que la thèse, elle a plusieurs caractéristiques. Alors, ça a été dit, en fait, donc je le redis. C'est la troisième thèse en éclairage qui se conduit donc, au sein du laboratoire, la première en 2009. La thèse possède une spécificité qui est passée peut-être inaperçue donc, aux yeux de beaucoup. Les deux autres thèses qui se sont passées ont partagé bien, donc, des éléments de description dans lesquels, par exemple, dans Copyright, il y avait des éléments qui étaient donc on va dire, à entrer, qui étaient communs donc, à la partie thermique et à la partie éclairage, et la thèse ne portait que sur les aspects d'éclairage. Ça vaut donc, pour la thèse bien, donc, de Vacra, ça vaut pour la thèse donc, de Bruno, qui était exclusivement donc, dédiée à bien, donc, une thématique qui est celle donc, de l'éclairage. De par ton sujet, en fait, donc, de par le dispositif que tu as utilisé, qui est un dispositif thermoprobe, il est évident que toi, tu as été confronté à la partie thermique et la partie d'éclairage. Alors, tu as été confronté donc, à ces éléments deux fois, une fois donc, dans la modélisation, et ça n'a pas été simple à prendre en compte, et une deuxième fois donc, dans la partie expérimentale, parce qu'il y avait deux champs complètement donc, différents donc, à analyser. Alors, ce n'est pas simple, en fait, donc, mais ce sont des choses bien, comment dire, que tu as su et bien, donc, appréhender, on va dire, avec bonheur. Tu as une particularité, c'est celle bien, donc, de présenter à la fois oralement et en matière de manuscrit, de manière absolument pédagogue, en fait, donc de manière très, très simple, et à t'écouter, à te voir. Je n'ai pas l'impression d'avoir encadré eh bien, le même doctorant, dans la mesure où moi, je connais l'arrière-boutique eh de cette thèse, dans laquelle, eh bien, donc, sur la partie expérimentale, nous avons eu beaucoup d'ennuis. Quand je dis vous, je devrais dire tu as eu donc, beaucoup d'ennuis associés à la cellule, à son état, à l'instrumentation initiale. Il y a beaucoup d'éléments relatifs à la mesure. Alors, on peut citer donc qu'un seul délai, en fait, mais qui va probablement expliquer beaucoup eh bien, donc, des réponses du style, mais non, ça n'a pas été fait dans le cadre de cette thèse, c'est eh bien donc, le planning. Alors, quand on imagine que le seul transport de l'échantillon qui a servi sur la cellule a pris quelque chose comme 5 mois entre les États-Unis et la Réunion, on comprend que tout un paquet d'études que nous aurions souhaité faire et que je sais qu'Arthur avait planifié ont été enlevés dans le cahier des charges. Par exemple, donc, celle mentionnée par Georges, qui était celle de ne pas avoir de vitrage, au motif eh bien, que lorsque le vitrage a fini par arriver, eh bien, Arthur était extrêmement pressé eh bien, donc, d'avoir les premières mesures, de pouvoir eh bien, confronter avec le modèle, etc. Alors, un des avantages, en fait, en gros, quoi, donc, malgré tout donc, du retard, c'est que la partie modélisation donc, est partie beaucoup plus vite eh bien, donc, que l'autre, et qu'à la réception eh bien, donc, du vitrage, nous savions eh bien, donc, quelles étaient eh bien, donc, les caractéristiques du modèle qu'on voulait mettre en œuvre, et donc quelles étaient les mesures qui ont être mises en place bien, donc, sur cette expérimentation. Voilà, donc, sur la partie expérimentation, donc, tout le monde devine les difficultés de mesure. Merci en tout cas à Joseph de nous avoir aiguillé sur cet aspect spécifique des mesures de température de vitrage. Merci donc, pour aussi d'autres points d'organisation, d'autres points qui sont ceux du déroulement du travail. Bon, ça a été, comme j'ai dit, donc, plutôt difficile et je pense que le résultat donc, est vraiment plutôt réussi. Alors, le directeur thèse que je suis n'a pas de questions particulières. J'ai tout un paquet d'éléments en fait, qu'on a échangé avec Arthur, dans lesquels eh bien, donc, nous avons beaucoup plus de questions pour l'avenir, pour prendre pratiquement que de solutions. Mais je pense que ton manuscrit et je pense que ta soutenance sont d'excellentes factures. Et moi, je voulais t'en remercier. Monsieur le Président, je vous rends la parole. Merci beaucoup. Merci Harry. Donc, on a terminé notre interrogatoire. On va passer à la partie suivante du jury qui va consister à discuter entre membres du jury par rapport à ce qu'on a entendu. On va délibérer. On va se donner, alors je ne sais pas, entre 15 et 20 minutes. Et puis, on vous reverra tout à l'heure. Donc, je suppose qu'il vous faut de nouveau 10 minutes pour aller dans l'autre salle, si j'ai bien retenu. Et donc, on fait une petite pause et puis on se retrouve d'ici 10 minutes.
avec les membres du jury dans l'autre Zoom. Merci à tous et à tout à l'heure. Donc, monsieur le candidat, le jury s'est réuni. On a eu l'occasion d'échanger sur l'ensemble de vos travaux que vous avez réalisés, en précisant bien sûr que notre rapport va se limiter à ce que vous avez présenté ce matin, puisque les rapporteurs avaient déjà exercé leurs travaux. Ce que le jury a relevé de plus particulier, c'est d'abord qu'on a pu, au travers de votre présentation, constater votre véritable apport sur ces travaux de thèse, tout ce qui était personnel, se distinguer de l'état de l'art, et c'est quelque chose de très précieux. On a bien apprécié la façon dont vous avez répondu à nos questions, avec toute l'honnêteté et la maîtrise du sujet que cela montrait, à la fois dans ce qui était répondu et ce qui était aussi non répondu, parce que ça dépassait le périmètre de vos travaux. Ça nous a permis de constater combien vous dominiez votre sujet, et c'est quelque chose qui était déjà vu par cette présentation très pédagogique qu'on avait appréciée, et qui reflétait quelque part les travaux de votre manuscrit tout aussi clairs. Ce qu'on a aussi apprécié, c'est cet esprit de synthèse que vous avez. Quelque part, un des membres du jury a dit simple et efficace, et je crois que ça reflète bien votre personnalité et ce que vous nous avez montré, avec une clarté à l'oral, comme elle l'était déjà à l'écrit. Des apports aussi sur l'expérimentation, qui était de comprendre des choses supplémentaires. C'est toujours très compliqué, et je crois que, encore une fois, c'est des petits pas que la science fait grâce au cumul de tous ces travaux qui sont réalisés. Et dans cette présentation, vous avez, je dirais, presque à armes égales, montrer vos compétences en expérimentation, en modélisation et en simulation, avec différents modèles, différents outils et différents types de métrologie, que ce soit dans tous les aspects de la physique, radiatif, convectif, le diffus, le direct, qui a été aussi nécessaire à montrer. Une autre chose qui était précieuse et qui sera précieuse pour le futur, c'est cette honnêteté avec laquelle vous avez montré des écarts entre votre modélisation et votre expérimentation, écart qui était forcément induit par toutes les incertitudes qu'il y avait et tous les domaines que vous avez traités, même si les ajustements ont été discutés, et ce n'est pas ce qui restera le plus intéressant, mais le plus intéressant, c'est cette honnêteté dans ces écarts qui sont très précieux et qui sont parfois cachés, et c'était chouette de l'avoir mis en évidence. Et ce qui a été aussi évoqué, c'est à la fois les perspectives du travail que ça offre, des perspectives considérables au niveau technico-économique, au niveau environnemental. Il y a beaucoup de perspectives que ce travail va permettre, en plus des perspectives que vous avez évoquées et qui, effectivement, ont été appréciées par les membres du jury. Tout cela, vous pourrez le récupérer dans un rapport écrit qu'on vous transmettra dans les jours qui viennent. Et pour toutes ces raisons, le jury a jugé à l'unanimité que donc M. Arthur Agniem était admis comme docteur en physique du bâtiment dans la section 60 et autres de l'Université de La Réunion, et vous avez toutes nos félicitations. Bravo. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je ne vais pas préparer de remerciements en particulier, mais je voudrais juste d'abord remercier les membres du jury, donc à commencer par les rapporteurs et ensuite les examinateurs. Donc, merci beaucoup à vous, merci beaucoup pour ces échanges, car c'est comme ça aussi qu'on devient chercheur, en échangeant avec d'autres et en mettant en perspective et avec du recul. Je tiens à remercier plus particulièrement Laetitia, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec elle au tout début, quand j'ai commencé à enseigner. Donc, c'était la première. Laetitia, merci beaucoup pour ta confiance et l'autonomie que tu m'as accordée dans les enseignements. J'aimerais ensuite remercier mon encadrant, Dimitri Bigot. Dimitri, merci énormément pour tout l'apport que tu as pu m'apporter sur cette thèse, surtout sur la fin, parce que c'était là que c'était le plus dur. Et tu t'es révélé très précieux. Et je pense que la qualité de ce travail aurait été bien différente sans ton apport. J'aimerais maintenant remercier mon directeur de thèse, Harry Boyer. Harry, merci beaucoup pour toutes ces années, pour cette confiance. Et il y a un mot qui me revient souvent quand je pense à Harry Boyer, c'est la générosité et le partage de cette passion-là du savoir. Tu as su rendre ça accessible, même pour quelqu'un qui avait un cursus ingénieur. Et c'est en partie grâce à ça que j'ai pu réussir ma thèse. Donc, merci beaucoup. Et merci surtout pour le partage de l'amour du code et de la monétisation. J'aimerais aussi remercier le laboratoire Piment. Donc, notamment la partie administrative, Vanessa Dijoux. Vanessa, merci énormément. J'aimerais aussi remercier l'ancien directeur du laboratoire, Alain Bastide. Je pense qu'il doit être en visio avec nous. Alain, merci beaucoup. Je me rappellerai toujours la première fois que je suis venu dans ton bureau pour te dire que je voulais faire une thèse. Il m'a dit, tu sais, la thèse, c'est difficile. Hein. Ça va être même la chose la plus difficile que tu vas faire de toute ta vie. Eh bien, Alain, j'en suis bien conscient maintenant. J'aimerais aussi remercier le département génie civil pour avoir accueilli pendant les cours dont j'ai pu disposer aux étudiants, et aussi mon département d'accueil, le département SBE. Donc, merci à toute l'équipe administrative et aux équipes enseignantes. J'aimerais aussi maintenant remercier les doctorants du laboratoire. Donc, merci beaucoup pour toutes ces années de réflexion, de rigolade, de débat. Pour certains d'entre vous, on est devenus amis maintenant, et ça, c'est très précieux. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est pour les doctorants qui n'ont pas encore soutenu, pour les étudiants qui aimeraient faire une thèse, je voulais juste vous dire que c'est super de faire une thèse, mais c'est important aussi de penser à vous, à votre santé mentale et physique en premier. Donc, c'est super de finir sa thèse, mais l'objectif ultime, c'est de finir en bonne santé. Ensuite, j'aimerais remercier mes amis pour le soutien, pour remonter le moral quand ça n'allait pas, pour toujours être là, même quand on n'a pas besoin de demander. C'est ça la vraie qualité des amis, c'est quand on sait que même dans le silence, on se réconforte. Maintenant, j'aimerais remercier toute ma famille, dont une partie est présente ici, et une partie qui est aussi en visioconférence. Plus particulièrement, j'aimerais remercier mon papa qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc, merci pour tout, papa, je t'aime très fort. J'aimerais aussi remercier ma maman qui est présente. Ma maman, en fait, c'est ma grande protectrice, elle a toujours été là pour moi. Elle m'a dit un truc surtout, c'est va le plus loin possible. Et bien, maman, ça, c'est juste une étape. On n'est pas encore arrivé au bout. J'aimerais aussi remercier mes sœurs. J'ai une sœur qui est présente et une sœur qui est en visio, qui est en Roumanie. Et j'aimerais les remercier pour m'inspirer tous les jours par leur courage et leur persévérance. Ce sont des femmes magnifiques et je suis très content de pouvoir être leur frère. J'aimerais aussi remercier mon petit Tom, dont je suis le parrain, qui est là présent, donc on en a fait des petits bruits depuis tout à l'heure. Tom, c'est devenu un peu la lumière de toute notre famille. Et juste merci d'être né, merci d'être là. J'aimerais maintenant, pour finir, dédier cette thèse à mon Pépé Paulin, qui nous a quittés
qui nous a quittés en juillet. Pépé avait cette façon de mettre en avant la valeur du travail et la valeur du travail pour réussir. Pépé, j'espère que là où tu es fier de moi et je te remercie pour tout. Voilà, merci beaucoup.